Bonsoir et bienvenue sur Que Onda Mexico, l'émission qui vous permet de mieux connaître le Mexique et de bien vivre son expatriation dans ce pays. Bienvenidos amigos mexicanos. Alors ce soir nous sommes au restaurant Moutarde Culinaria qui se trouve à l'Alliance française de Polanco dans la ville de Mexico et nous en profitons pour remercier Edith et Bénédicte qui nous reçoivent ce soir dans cet établissement pour fêter Noël puisque nous sommes à quelques jours de cette fête aussi importante ici au Mexique. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Bien, Très heureux de te retrouver sur le plateau de Que Onda Mexico à quelques jours de Noël. Eh bien écoute, merci Alain, et je vais bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Bon. Demain c'est la fête de la Guadalupe ici au Mexique, le 12 décembre, donc c'est une date hyper importante et je rappelle qu'Olivier qui est spécialiste et professeur en management interculturel, il va nous raconter un petit peu ce que ça représente ici, la fête de la Guadalupe et les fêtes de fin d'année, puisque au Mexique les fêtes de fin d'année c'est quelque chose d'important. Eh bien écoute, oui, les fêtes de fin d'année au Mexique, c'est un peu comme les grandes vacances en France. Déjà, ça sous-entend que les fêtes de fin d'année sont longues. Il y a à peu près un mois de vacances, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ici, on dit toujours Guadalupe Reyes. C'est-à-dire que les vacances commencent le 12 décembre, le jour de la Vierge de la Guadalupe, c'est-à-dire demain donc. La Vierge de la Guadalupe, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Vierge du pays, c'est la Vierge. C'est la Sainte ici au Mexique. C'est la Sainte au Mexique. Alors on dit au Mexique, c'est la Vierge Marie, mais mat de peau. Voilà. Je vais pas faire plaisir à ceux qui sont croyants, mais c'est une Vierge qui a été créée, inventée par les Espagnols pour que les indigènes, au moment de la conquête, s'identifient à la Vierge et donc à la Vierge Marie en fait, mais plutôt mat de peau, métissée. Alors, il y a ceux qui croient, bien sûr, il y a ceux qui ne croient pas, mais ça a permis aux Espagnols d'évangéliser le Mexique. Alors, les fêtes de fin d'année, il y a la Virgen de Guadalupe demain le 12, et puis ensuite on entre dans les posadas, on arrive sur Noël. Alors, ça se passe comment aussi au Mexique par rapport à ça? Parce que pendant un mois, j'avoue que... Pendant un mois, il se passe plus, au niveau du business, au niveau des affaires, il ne se passe plus grand-chose, dans le sens où on va fêter. Donc ça, les Mexicains, pour fêter, ils sont très, très bons. Donc il y a les posadas. Donc les posadas, c'est des dîners, c'est des repas. Alors en famille ou avec les collègues. Donc il y a des posadas d'entreprise, il y a les posadas familiales. Donc là, c'est le repas, les repas, parce que donc c'est pas une posada, il n'y a pas une date, c'est toute la saison. Donc on peut faire 3, 4, 10 posadas le temps de... Ouais, entre le 15 et le 25. Voilà. Et puis donc ça va de Guadalupe à Reyes, c'est-à-dire qu'ici au Mexique, on fête donc le 12 décembre la Vierge de la Guadalupe. Puis après arrive le 25 décembre, donc là c'est la fête de Noël. Là, c'est Noël, ouais. Et après le 6 janvier, on fête les rois. Donc il y a des pays où, comme en Belgique par exemple, où on fête plus les rois. Oui, ou la Saint-Nicolas aussi. Ou la Saint-Nicolas. Il y a des pays comme en France où on fête plus Noël et on ne fête pas les rois. Et ici au Mexique, on fête tout. Donc on fête la Vierge de la Guadalupe, on fête Noël et on fête Los Reyes, les rois. D'accord. Donc pendant un mois, on va pas beaucoup travailler, Non, tout fonctionne au ralenti. Les gens sont plus dans la préparation des fêtes que vraiment dans le boulot. Donc c'est un peu comme en juillet ou en août en France, voilà, où il se passe plus grand chose. Il y a quand même des gens qui travaillent, bien évidemment. 15 août, il se passe rien en France. Voilà. Donc ici c'est vraiment plutôt cette période qui est une période creuse au niveau des affaires. Alors les entreprises par exemple que toi tu conseilles, sur cette période-là, elles en profitent pour faire quoi justement? Des inventaires Oui et non. Enfin, c'est relance paiement, enfin relance comme on dit, cobranza. La facturation. De la facturation avant les clôtures. Avant les clôtures de fin d'année. Voilà, ouais. Mais tout fonctionne au ralenti parce que c'est plus le moment où les gens sont plus dans l'esprit des affaires, ils sont plus dans l'esprit de fêter. Festif. Festif, voilà. Donc ça fonctionne mais au ralenti. D'accord.
Alors ce soir, on a des plateaux intéressants. On va recevoir Marc Boisson, qui est le délégué général de la Fédération des Alliances Françaises, avec Vanessa Avila, qui est la coordinatrice et qui s'occupe de la partie culturelle. On va recevoir deux entrepreneurs, le PDG de l'Occitane et puis Ophélie Terrien, qui est un coach en expatriation, qui est une femme extraordinaire. Ils seront ensemble. Et puis pour terminer, nous aurons deux invités, deux jeunes. Enfin, deux jeunes, non, parce qu'en fait, il n'y a que Tanguy qui est très jeune, puisqu'Edith, il est un peu moins. Mais moi, je me sens toujours aussi jeune qu'avant. On est tous très jeunes, mais bon. En fait, on a deux importateurs dans le milieu de la gastronomie, enfin un importateur de vin, et puis deux femmes, deux amies qui fabriquent des rillettes, des pâtés, etc. ici à Mexico. Donc voilà, on aura quelques capsules comme ça. Alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés éventuellement de participer à l'émission que vous pouvez nous écrire sur queondamexico@laprensafrancesa.com.mx ou alors vous pouvez aller directement sur le site de laprensafrancesa.com.mx pour nous envoyer un message et c'est avec plaisir que nous pourrons éventuellement vous recevoir sur l'émission. Et pour la première de cette émission que nous avons eue le mois dernier, nous sommes très très heureux d'avoir pu plaire. Évidemment, l'émission a été bien perçue, bien reçue. Alors l'idée c'était en fait au début c'était de faire une émission télé complète. Bon là on va vraiment sectionner par capsule parce qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par des sujets sur certains sujets et sur d'autres. En gros on a eu à peu près 2000 visiteurs sur YouTube, ce qui est déjà pas mal pour une première émission. Et puis surtout on a eu beaucoup de monde sur Facebook. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rappeler et on aura l'occasion de pouvoir discuter pour participer à cette émission. Alors je voudrais en profiter également pour remercier Juliette. Juliette, on l'a rencontrée sur le bazar de l'association Mexico Accueil qui a eu lieu le 23 et le 24 novembre, qui était extraordinaire, vraiment c'était un événement extraordinaire. Et Juliette a un atelier qui s'appelle Atelier Fougère et c'est elle qui nous a fait ce petit montage floral. Donc on mettra ses petites coordonnées de façon à ce que vous puissiez la joindre. Elle est à Mexico, c'est une jeune, elle démarre et elle fait des très très belles choses. Donc voilà, donc à tout de suite avec nos invités de ce soir sur cette deuxième émission de Que Onda Mexico. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, donc demain on ira voir la Vierge de Guadalupe et demain on commence les festivités. Donc voilà, à tout de suite sur le premier plateau. Bonne soirée, jingle. Le réseau des Alliances françaises, c'est aujourd'hui 33 centres au Mexique et plus de 25 000 étudiants par an. Depuis 1966, la Fédération des Alliances françaises au Mexique se charge de coordonner les actions culturelles, former le personnel, soutenir les équipes pour assurer un service de qualité et garantir les missions qui sont celles des Alliances, à savoir promouvoir la langue et la culture française, communiquer sur une France un peu plus contemporaine et favoriser les rencontres entre les Français et les francophiles dans le monde. Nous recevons ce soir Marc Boisson, qui est délégué général de la Fondation Alliance Française au Mexique, et Vanessa Avila, qui est la coordinatrice culturelle des Alliances au Mexique. Ils vont nous parler du réseau des Alliances françaises et nous présenter leur programme culturel pour 2019. Bonsoir Marc et bonsoir Vanessa, comment allez-vous? Très bien, bonsoir Alain. Alors nous avons la chance ce soir d'être dans vos locaux, nous sommes chez vous, donc vous êtes chez vous. Et donc je voulais dire, il y a au Mexique 33 centres des Alliances françaises, dont le dernier qui est né à Campeche. Donc c'est un réseau qui est dense, qui est important, c'est forcément beaucoup de travail. Marc? Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir. Ouais. Et ça c'est vraiment très important. Moi j'ai un attachement très particulier aux Alliances françaises. Ça fait très longtemps que je travaille. Oui, donc tu as une carrière très longue dans les Alliances. Je ne suis pas si âgé que ça, mais Oui. quand même. Brésil, Voilà. Brésil. J'ai eu 2 postes au Brésil et j'y ai travaillé. J'ai commencé par du bénévolat quand j'étais à Madagascar. Ouais. J'étais professeur et en même temps je donnais des cours de français à Alors à l'origine, tu es professeur d'espagnol, c'est ça? À l'origine, exact. D'accord. Et après, je n'ai pas arrêté puisque donc, je suis arrivé au Brésil, j'ai eu un poste de direction. J'ai ensuite travaillé à la direction culturelle, à la direction des pédagogiques également dans une autre alliance. Et depuis 3 ans et quelques mois, je suis ici et au poste que tu as nommé. Tu es arrivé au Mexique sur un premier poste et ensuite tu as été promu, je crois, directeur général délégué. Tu sais tout. Voilà. Parce qu'avant, il y avait Marc Sertan, que je connaissais. Voilà, que tu connais, avec qui j'ai travaillé. Je l'ai remplacé Marc il y a 2 ans, je crois. En 2016. 2016, ça fait 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Donc beaucoup de travail. Oui, mais je te disais beaucoup de travail effectivement parce que on est un grand réseau. Je disais beaucoup de joie, ça c'est très important. Ce travail est passionnant. Et oui, le réseau mexicain, c'est pas n'importe quel réseau.
tous les réseaux des alliances françaises sont dignes d'intérêt, mais nous on est quand même le premier réseau d'Amérique latine depuis cette année. En nombre de centres, en nombre d'étudiants. En nombre d'étudiants, parce que ça permet vraiment de calculer l'essor et le travail de l'Alliance, le succès de l'Alliance auprès des étudiants. Donc on est le premier réseau d'Amérique latine et on en est très fiers. Depuis le début d'année, on a dépassé le Brésil, qui est resté pendant 20 ans. Il y a combien de centres au Brésil? Il y en a à ma connaissance, quand j'en suis parti, il y en avait 39. Ah oui, donc il y a plus maintenant ou 37. Il y a plus d'écoles, enfin il y a plus d'alliances françaises, mais il y a moins d'étudiants. Il y a moins d'étudiants actuellement. D'accord. Effectivement. Et on est le 3e réseau au monde. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on est un réseau qui est implanté historiquement, qui a une implantation historique forte et qui a un nombre d'étudiants conséquent avec une implantation géographique très, très large. Comme tu le sais, on est à l'ouest, à l'est du pays, au nord et au sud. Vous êtes vraiment partout, ouais. Alors comment c'est structuré? Parce que vous avez des centres avec, entre guillemets, des expatriés. Donc je pense par exemple à Guadalajara, Mérida, Toluca, Puebla, Monterrey. Bon, Monterrey c'est un cas un peu particulier. Mais vous avez des expats, c'est-à-dire des Français qui viennent en tant que directeur. Puis vous avez des centres associés, comme Aguascalientes par exemple avec Catherine, qui est une alliance française qui a été créée par elle. Alors il n'y a plus de centres associés, je vais peut-être commencer par ça. Bon, c'est un peu technique, donc je vais le dire rapidement, mais c'est important, c'est un succès du réseau, un succès de tous. On a plus qu'une marque maintenant qui est la marque Alliance Française. Donc voilà. Les 33 centres sont 33 alliances françaises. Ça veut dire qu'elles sont totalement dans le moule, on va dire, des 2 missions de l'Alliance française, mission culturelle, mission linguistique. Et donc le réseau des alliances françaises, ça m'amène peut-être à parler de la spécificité du réseau des alliances françaises. On est une association à but non lucratif de droit local, mais moi je suis, comme tu disais, le représentant du siège parisien. Voilà. Donc il y a une marque Alliance Française, un label Alliance Française dans le monde entier, et la France apporte une aide avec justement la nomination d'expatriés dans les plus grandes alliances et également à la délégation générale. Et donc au Mexique, vous êtes combien On est 9. 9, d'accord. Voilà. Ok. Et quand on parle des alliances françaises, on pense toujours aux cours de français. Mais au-delà des cours de français, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les alliances? Quelles sont les activités? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Absolument, c'est une très bonne question. On est des centres de langue, mais on est à part entière des centres culturels. Et puis des lieux, c'est là, ce soir c'est une bonne illustration. Les alliances se veulent des lieux de rencontres. Alors ici franco-mexicaine, au Japon franco-japonaise, je crois qu'il n'y a pas d'alliance française au Japon, on va citer un autre pays. En Belgique franco-belge. Et nous avons effectivement une programmation culturelle qui est très importante. Une alliance française ne peut être alliance française si elle l'est. Si elle n'est pas à la fois un centre de langue et un centre culturel avec réellement une programmation culturelle. Il y a certaines alliances même qui ont des missions diplomatiques, je crois. Alors, ou qui représentent, je veux dire, quelque part l'ambassade. Alors à partir du moment effectivement où on a un expatrié dans une alliance française, le collègue ou la collègue en question peut être tout à fait amené à représenter notamment le conseiller culturel dans des événements qui se déroulent dans sa ville. En tout cas, il y a un travail étroit avec l'Alliance française, entre les alliances françaises et l'ambassade, avec l'IFAL, avec l'ambassade. C'est très important d'indiquer que, effectivement, localement, le directeur de l'Alliance française, en particulier le directeur expatrié qui a cette mission, mais aussi les directeurs locaux, sont les représentants en fait, de l'ambassade, mais au-delà, on va dire, ce sont les représentants français là où ils sont. On est c'est des ambassadeurs culturels, mais il y a aussi un petit rôle quand même de représentation diplomatique, disons. Il y a en tout cas par délégation, effectivement, par délégation, une représentation. Et dans des villes où souvent la seule institution française, c'est l'Alliance française. Oui. Et donc ici au Mexique, au niveau des cours de langue, les Mexicains sont très friands d'apprendre le français ou pas ou Absolument.
sont très friands des cours de français. Moi, je vais te dire, ça m'a étonné très positivement. Quand je suis arrivé du Brésil, j'étais au Brésil auparavant, donc quand je suis arrivé, j'ai tout de suite découvert cette francophonie dont j'avais entendu parler mais que je n'imaginais pas à ce point-là. Donc on a beaucoup de demandes dans les alliances françaises, mais pas seulement. Le nombre d'apprenants de français dans le pays est croissant. Il y a beaucoup de cours de français aussi dans les collèges, dans les universités. Oui, parce qu'il y a des accords avec les universités souvent pour donner des alliances, disons, avec les universités locales. Souvent, ça s'est beaucoup développé dans les 10 dernières années. Et c'est une source de revenus d'ailleurs intéressante pour l'Alliance française, pour les centres d'Alliance française. C'est une source de revenus, mais en même temps, on va dire que c'est une action qui est légitime et qui nous est souvent demandée. C'est-à-dire qu'on a une expertise qui intéresse les établissements, que ce soit des universités ou des établissements secondaires mexicains, qui ont des départements de français et qui nous sollicitent pour la formation de leurs profs, pour l'implantation des certifications également. Donc vous extériorisez un certain nombre de services notamment. Tout à fait. D'accord. Et Vanessa? Alors Vanessa, c'est un nom espagnol, ça? Avila, c'est espagnol. C'est quoi ton histoire par rapport à la fédération? Par rapport à la fédération, donc moi j'ai travaillé 2 ans et demi environ à l'Alliance française de Zacatecas. De Zacatecas, voilà. D'accord. Et donc où j'étais coordinatrice culturelle. Tu sais que demain, c'est les 90 ans de Manuel Felgueres. Oui, je voilà, sais, c'est bien sûr. un grand ami de la prensa francesa, du grand journal. Emmanuel fête ses 90 ans, c'est le Diego Rivera d'aujourd'hui. Et je recommande à ceux qui nous écoutent d'aller lire les articles que nous avons fait, les reportages que nous avons fait sur Manuel Felgueres, notamment celui que nous avons fait en 2010 lors du festival de Zacatecas, grand festival culturel de Zacatecas en 2010, où on avait été invité et on avait fait un reportage visuel avec Manuel, qui est un grand francophile. Il a fait ses études à Paris. Et d'ailleurs, il est parti à Paris avec une bourse de l'IFAL à l'époque pour peindre, pour étudier avec Zapkin là-bas à Paris. Enfin bon, c'est le petit aparté puisque tu parles de Zacatecas, qui est une ville absolument merveilleuse. Et je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent d'aller à Zacatecas parce que souvent on parle de Cancun, de Playa, d'aller à Oaxaca, d'aller dans le sud. Zacatecas, c'est une ville coloniale extraordinaire. Et il y a bourré de musées, il n'y a que ça. Et il y a un festival au mois d'avril qui est absolument génial, donc vraiment recommandé. Donc tu es resté 2 ans et demi. Voilà, et c'est vrai que dans ce contexte, j'ai eu la possibilité de mettre en place plein d'activités culturelles, notamment proposées par la fédération. Et depuis le mois d'août de cette année, j'ai la chance d'avoir intégré l'équipe de la fédération. Donc tu as quitté Zacatecas pour venir à Mexico, si je comprends bien. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Pas trop dur. C'est un grand changement, c'est sûr. J'imagine. Mais après, chacun a ses côtés positifs à découvrir. Et donc, je suis ravie d'être ici et de travailler maintenant à la fédération où j'ai un regard un petit peu différent, très complémentaire de ma première expérience puisque j'aide et je coordonne avec l'aide de Marc Boisson l'ensemble des projets culturels qui sont proposés aux 33 alliances françaises. Tu coordonnes au niveau national, c'est-à-dire que quand il y a des tournées d'artistes, peintres, écrivains, cinéastes, c'est toi qui gères au niveau national. Tout à fait. En fait, chaque année, on établit avec l'aide d'une commission culturelle dans laquelle participent plusieurs directeurs ou coordinateurs culturels du réseau, de façon à ce que les participants soient représentatifs du réseau. Et donc on va choisir ensemble une orientation et à partir de cette orientation, l'année 2019 c'est sur les talents émergents. Ce sont les talents émergents. Talents émergents. Donc pour mettre en avant le rôle d'accompagnement et de rôle tremplin que peuvent avoir les alliances françaises. Et dans quel domaine talents émergents dans tous les domaines Un autre point, c'est de réussir à toucher tous les domaines, toutes les disciplines. Donc on a des propositions musicales, nombreuses propositions. Alors tu peux nous annoncer des choses là pour 2019? Oui, en exclusivité. Vous avez un agenda déjà bien préparé? Toute la programmation. Alors il y a quoi pour l'année prochaine? Alors on a différents moments forts aussi de la culture française et francophone auxquels on répond,
notamment pour commencer l'année au mois de mars avec le mois de la francophonie. On a 2 projets dont le groupe Les Louanges, qui est un groupe du Québec, qui est un talent émergent, qui vient de sortir son premier album et dernier album, donc là tout récemment, et qui va venir faire sa proposition tournée au sein du National. Mexique. Voilà, et on a également le festival de poésie de Montréal, donc ce sera un Donc mois là, de la vous travaillez beaucoup francophonie. avec le Québec, si je comprends bien. Tous nos amis À québécois cette sont occasion, heureux oui. de savoir qu'on travaille beaucoup avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin. Et puis c'est vrai qu'au Mexique, il y a beaucoup de Québécois. Il faut le savoir. Il y a une petite communauté à l'année d'à peu près de 10-15 000 personnes. Mais l'hiver, bon, forcément, ils sont beaucoup plus nombreux. Enfin bon, on a des liens très forts avec le Québec. Peut-être juste dire, pardon Vanessa, Ouais. que ce lien fort que tu soulignes, et tu as raison de le faire, il est avec l'ensemble des acteurs de la francophonie. Alors Ouais, le d'accord. Québec est effectivement toujours un partenaire très proche. Enfin, il y a des communautés plus faibles. On peut-être un peu les Libanais. Bon, il y a des Belges, il y a des Suisses ici au Mexique. Voilà. Il y a des Haïtiens. Nous, on est très proche de la communauté haïtienne. Beaucoup d'Haïtiens. En termes de francophones. Donc là, c'est vraiment pour la francophonie. Mais ensuite, sur le reste de l'année, donc on a d'autres propositions musicales, comme j'annonçais, notamment pour un des moments forts qui est la fête de la musique. Donc on a un groupe qui arrive donc pour la fête de la musique qui s'appelle Ferguson. Et donc qui propose un concert rock, pop, française. Donc là, vous êtes déjà prêts bien jusqu'à la dans fête de l'ambiance. la musique, jusqu'au 21 juin l'année prochaine. Pour toute l'année 2019. Toute l'année de 2019. Oui. Alors en termes de budget, ça se passe comment? Parce que moi je me souviens à la grande époque où l'Alliance française avait beaucoup d'argent et on faisait des tournées absolument extraordinaires avec des artistes français dans toutes les villes du Mexique. Aujourd'hui ça se passe comment? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup baissé. Le budget sur les 10 dernières années, ça a quand même beaucoup baissé, non? Tu te souviens qu'on était nés tous les deux à l'époque de la crise du pétrole en 73. On disait on n'a pas d'argent, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est Raymond Barre qui avait dit ça. Voilà, je ne me souviens plus de l'auteur, mais je me souviens bien de l'expression comme beaucoup de Français. Donc non, vous je avez- crois que si tu veux, il y a effectivement des contraintes budgétaires. Ouais. Ces contraintes budgétaires sont importantes, il ne faut pas les cacher. On a des appuis, on travaille avec l'ambassade, on travaille avec l'Institut français, on travaille avec la Fondation Alliance française. Là, un exemple qui est assez caractéristique des partenariats que nous on peut mener au niveau national. On a une artiste qui vient avec une très belle exposition, Delphine Blas, sur las quinceañeras, qui a travaillé ici et en Colombie. Ne la manquez pas. Et on a obtenu un appui financier important de la mairie de Paris. Ah De oui, la avec Fondation. Anne Hidalgo qui vous a aidé. D'accord. Donc on a ces aides-là. Et Vanessa peut en parler puisqu'elle a été coordinatrice culturelle à Zacatecas. Il y a vraiment une implantation très forte des alliances qui fait qu'ils sont en contact avec les secrétaires de la culture Locaux, et ouais. il y a donc des aides. Des différents qui sont- États, oui. Voilà, parce que nous on est, et ça vraiment, non seulement on va dire que c'est une caractéristique qu'il faut signaler, mais pour moi c'est très important, pour Vanessa ça l'est aussi, nous on est franco-mexicain ici. Ouais. Donc ce dialogue franco-mexicain, il est extrêmement important, ce qui fait que c'est jamais facile, mais nos collègues qui sont extrêmement bien implantés, il n'y a pas que les collègues expatriés, il y a des, tu les connais, il y a des Oui, il y en a directeurs beaucoup locaux qui sont là depuis des années. Mais qui sont implantés, qui ont un réseau local énorme. Voilà. Ouais, tout à fait, ouais. Et Locaux, peut-être locaux, français locaux, mais mexicains aussi. Ça peut être vous faites la promotion d'artistes mexicains. Ils doivent être francophones ou francophiles ou pas du tout. évidemment que peut-être hormis la fête de la musique est quand même particulière, on privilégie des programmations qui sont aussi en langue française, à l'exception de la fête de la musique, comme je le disais, parce que la fête de la musique, c'est le concept, c'est pas vraiment la programmation en soi. Donc, Ouais, mais là c'est vraiment un concept. Ouais. mais ce dialogue est important, c'est-à-dire qu'on invite très souvent les artistes français à jouer, à rencontrer les artistes mexicains. Et peut-être que le plus bel événement dont on est très fier, c'est la résidence de Voilà. création textile qu'on a mise en J'allais place en parler, oui. l'année dernière. D'accord. Parce qu'il y a des résidences entre artistes. Justement, c'est vrai que ce format de résidence et d'accueil plus long permet aux alliances françaises localement de mettre en place beaucoup d'actions,
enfin beaucoup, ou en tout cas de qualité. Oui, puis ça permet d'éviter les problèmes, la logistique des tournées, quoi. C'est-à-dire que les artistes, ils viennent une semaine, 10 jours, il faut leur trouver des dates les unes derrière les autres. Alors tout le monde se bat pour avoir le samedi, bien sûr, ou le vendredi, mais personne ne veut le dimanche. C'est un peu compliqué, alors que des résidences, ça permet de travailler sur des périodes un peu plus longues, et puis que les artistes eux-mêmes puissent s'imprégner un peu mieux de la culture locale et des échanges avec les Mexicains. D'accord. Oui, du coup, ça permet un dialogue que si on vient uniquement pour une date, on n'a pas forcément l'occasion de l'avoir. D'ailleurs, dans notre programmation, chaque artiste qui va venir propose également soit des ateliers, soit des rencontres. Il y a toujours cet espace de dialogue. Et donc pour la résidence textile qui a été initiée l'an passé avec succès, avec Fabienne Burgoa. Donc elle a été dans 10 alliances françaises. Elle a eu la chance de rencontrer beaucoup d'artisans et donc au Mexique avec la richesse de cet artisanat et puis du textile et des couleurs et des techniques. Elle a pu en fait dans chaque ville faire une création et proposer une restitution de ce travail qui a été spécifiquement fait pour la ville ou l'État dans lequel elle s'est trouvée pendant environ une semaine. Et donc à la fin de cette résidence itinérante, ici même à Mexico, elle a proposé une restitution de toute sa résidence et à chaque fois il y avait une performance artistique avec une chorégraphie et donc des habitants de la ville qui ont porté les textiles, qui les ont mis en scène. Et donc là, il y a un vrai projet de dialogue culturel, aussi bien pour l'artiste lauréate française que les artistes et participants mexicains. Et cette année, donc, pour 2019, on renouvelle cette résidence. On a déjà sélectionné la lauréate, Garance Morer, qui viendra à partir de mars, et donc pour une durée de 3 mois. Dans plusieurs alliances françaises du Mexique. Magnifique. Alors où est-ce qu'on peut retrouver toute l'information pour ceux qui nous écoutent? Les programmes, alors il y a les alliances françaises locales, mais je crois que vous avez un portail global. Tu peux peut-être nous donner toutes les informations sur l'Alliance française? Alors le site internet de la fédération, c'est alianzasfrancesas.mx. Et ensuite, on a une page Facebook dans laquelle on partage toutes les nouvelles du réseau et aussi bien sur l'aspect pédagogique, les nouveaux outils. Mais donc aussi c'est bien de sur s'abonner à la page Facebook pour suivre tous les événements. Exactement. Alors vous travaillez aussi avec des Mexicains qui veulent aller en France, par exemple. Il y a des échanges par rapport à ça. S'il y a des artistes mexicains qui nous écoutent, il y a moyen de contacter l'Alliance française. Comment tu parles de produire des artistes, mais bon, éventuellement des étudiants. Non, je parle en Des artiste vraiment. Alors, parce qu'il y a des théâtres souvent dans les Alliances françaises. Pour qu'ils puissent se présenter dans les différentes alliances. Oui, bien sûr, il y a cette possibilité-là. On a reçu par exemple le mois dernier Flora Pasquet, qui est une Française de l'île de la Réunion, fabuleux. Et Flora, par exemple, elle est jazziste, on leur a parlé de l'Alliance française, une tournée Alliance française, elle habite au Mexique. Voilà une idée intéressante, et puis en plus avec des artistes locaux, donc ces musiciens sont mexicains. C'est l'occasion éventuellement de contacter Flora pour qu'elle puisse participer aussi à la diffusion de la culture française à travers les Alliances françaises. Ben, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir, merci Marc. Merci à toi. Merci Vanessa, Merci. et puis donc on se retrouvera bientôt sur un des événements, des nombreux événements de l'Alliance française. Parfait, avec grand plaisir. Amigos, merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette petite capsule sur l'Alliance française. Je pense que c'est important de savoir exactement comment ils sont structurés et ce qu'ils font. Et puis bon, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de l'Alliance française ou vous allez sur laprensafrancesa.com.mx et avec plaisir, nous pourrons vous mettre en relation avec nos invités ce soir. Muchísimas gracias. Jingle. ¿Qué onda México? Bonne soirée à tous et bienvenue sur cette deuxième édition de ¿Qué onda México? L'expatriation nous perturbe en tant qu'individu et déménager son couple aussi simplement que l'on fait ses valises n'est pas facile. En effet, lorsqu'une expatriation échoue, les raisons souvent découlent des difficultés d'adaptation du conjoint dans ce nouvel environnement.
Ophélie Terrien, coach spécialisé, nous explique pourquoi et comment réussir l'intégration du partenaire qui vous accompagne. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Alors on se connaît bien. On s'est vu sur l'association Mexico Accueil, on s'est vu au bazar. Exactement. Donc bon, tu as fait le tour du monde avant d'arriver au Mexique. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Oui, alors ça fait 2 ans que tu es au Mexique. C'est ça, Voilà. ça fait 2 ans. Avant d'être au Mexique, juste avant d'être au Mexique, j'étais en France et avant ça, j'étais en Malaisie pendant 2 ans, à Tahiti pendant à peu près 1 an. Tu as vécu à Dublin aussi? À Dublin, voilà, pendant 6 mois et à Séville en Espagne. Alors qu'est-ce qui t'amène ici au Mexique? Eh bien, pour la première fois, c'est pas moi qui suis la meneuse, c'est mon ami qui a eu un travail ici. D'accord, donc et toi que- tu es la conjointe. Voilà, je suis l'accompagnatrice. Celle par laquelle les problèmes arrivent. Ah bah tout de suite. Alors justement, ta spécialité c'est le coaching en fait des conjoints d'expats. C'est ça, exactement. Alors c'est un concept, c'est vrai, un peu nouveau. En général, on fait du coaching d'expats, c'est la spécialité d'Olivier. Voilà. Coacher Oui. les expatriés, comme on vit Oui, au Mexique. mais alors c'est vrai que les entreprises investissent dans la formation, dans la préparation des expats, mais les études, Ophélie va nous en parler vu que c'est la spécialiste, mais les études démontrent que au niveau mondial, 30% des expats finissent en dépression et que sur ces 30%, alors au niveau mondial, hein, toute nationalité confondue, Y compris ceux qui tout vont en pays- Afghanistan. tout pays confondu. Et sur ces 30%, 80% c'est l'épouse, enfin le conjoint, celui qui ne travaille pas ou Qui celle est à qui ne travaille pas, l'origine. qui tombe en dépression. D'accord, alors quelles sont les raisons? Quand on est en expatriation, quand on est conjoint d'un expat, on déprime ou on peut déprimer. Quelles sont les raisons? C'est qu'en fait, tout est chamboulé. Tous nos repères sont changés. Parfois on peut travailler, parfois on ne peut pas. On n'a plus la famille, on n'a plus les amis. Les codes culturels sont différents. Rien que d'aller au supermarché, c'est une chasse au trésor. Enfin, ça peut être très très perturbant d'avoir toutes les facettes qui ont changé. Et au bout d'un moment, ça peut effectivement faire boule de C'est neige. beaucoup de pression. Beaucoup de pression ou c'est surtout les changements qui font que ça peut vraiment venir déstabiliser l'équilibre qu'il y avait. Et donc du coup, il faut que chacun retrouve son équilibre. Donc la personne qui a été envoyée pour son travail, Bon, lui, il est dans le cadre de son travail, Voilà, il c'est est ça. accompagné. il a au moins un cadre, mais le conjoint qui n'est pas forcément du coup accompagné par l'entreprise pour retrouver un travail, il faut elle aussi qu'elle retrouve son cadre, qu'elle retrouve ses repères, qu'elle retrouve son équilibre de manière à ce que le couple aussi retrouve son équilibre. Et on sait que quand ça va pas dans le perso, ça impacte le pro et vice versa. Donc, comme disait Olivier, Oui, puis en fait, l'expatrié en soi, lui, il est pris dans son quotidien professionnel. Donc il n'a pas trop le temps de se poser de questions métaphysiques sur le pourquoi du comment de sa nouvelle expérience. Par contre, le conjoint qui est 24 heures sur 24 à la maison, lui ou elle, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes qui suivent l'épouse. Oui, puis il gère l'intendance. Et Donc, voilà, l'intendance et est eux, large. ils ont le temps de se poser toutes les questions métaphysiques sur le pourquoi du comment. Il faut régler tous les petits problèmes, le toilette qui est bouché, il faut appeler le plombier, c'est vient d'arriver. On fait comment? Il est où le plombier? Comme tu disais Ophélie, c'est vrai qu'aller faire ses courses, il y a plein de nouveaux produits, des marques que tu connais pas et tu n'as pas de repères, même des fruits, des légumes que tu n'as jamais vu, tu sais pas si c'est un fruit ou un légume d'ailleurs. Voilà, enfin, c'est plein de petits détails qui viennent perturber. oui, et puis c'est aussi le côté très perturbant parce qu'en soi, souvent, l'entourage qui est resté en France se dit « Ah mais c'est super, t'as de la chance, tu travailles plus. » Oui, c'est exotique. Prends soin de T'es toi. au Mexique, donc t'es à Cancun, t'es sur la plage des Caraïbes, Voilà, tout va bien. exactement. Quoi. T'es parti en week-end, les Ouais. pieds dans le sable tout avec le mojito. Et en réalité, au quotidien, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Donc, arrive aussi une image de se dire mais qu'est-ce qui se passe chez moi, pourquoi je suis pas normale, pourquoi est-ce que moi je le vis pas aussi bien que je devrais le vivre. Et tout ça, vraiment, ça fait boule de neige et ça peut engendrer ce mal-être. Mais alors, donc concrètement, Ophélie, toi qui es au contact de ces conjoints, quelles sont les problématiques? Et c'est quoi leur problème à ces conjoints? Sur quoi tu travailles concrètement? Alors, moi, je travaille vraiment d'une manière très personnalisée, donc tout dépend de chacun. Mais les grands thèmes qui reviennent, c'est le travail, beaucoup, avoir
avoir un projet professionnel ou en tout cas un projet. Donc ils veulent travailler. La majorité de tes clients ou clientes aimerait en tout cas. Alors après, dans ce beau pays du Mexique, quand on arrive de France, il y a plusieurs choses qui coincent, on va dire, au niveau Comme des quoi? vacances, au niveau des horaires, les salaires également. Donc les visas aussi parfois. Voilà, le pire, hein, c'est quand même les vacances. Oui, mais ça on est Au français, Mexique, donc dans tous les pays. passer de 5 semaines de vacances À plus une semaine la RTT, première année. À à 6 une jours. semaine, 6 jours, ouais. Ouais. C'est dur. c'est un peu dur. Ouais, c'est un peu dur. Oui, puis c'est 47 heures, par semaine au Mexique. Ouais. Enfin, pour l'employé de base, je dirais. Oui, mais c'est vrai que c'est un L'employé rythme, normal, lui, il bosse 70. c'est un rythme, c'est un rythme Il y a différent. des points spécifiques. Mais c'est beaucoup par rapport à ce projet, retrouver son équilibre, retrouver sa place aussi, parce que j'ai aussi des personnes qui sont venues pour rejoindre un conjoint mexicain. Donc il y a aussi du coup retrouver sa place au sein de la belle famille, par rapport à sa famille à soi qu'on ne voit plus. En fait, donc voilà, chaque cas est différent, mais c'est vraiment, dans la globalité, c'est vraiment retrouver sa place. Et tes clients sont français ou c'est français ou française ou toute nationalité? Moi, je travaille qu'en français parce que même si je vais très bien en espagnol ou en anglais, je considère que je ne peux pas me permettre de comprendre qu'à moitié ou de laisser passer des notions si je travaille dans une autre langue. Donc, j'ai fait le choix de travailler avec exclusivement des francophones. Français. Donc des francophones. Oui, après, voilà. D'accord. Ok. Et t'as plus, j'imagine, t'as un pourcentage plus de femmes que d'hommes? Pour le moment, que des femmes. Que des femmes. Alors effectivement, Mais pour moi, il y a beaucoup de conjoints hommes maintenant. Ça a des femmes qui oui, sont mais on est encore en à 92% expatriation. Ouais, bien sûr. sur des conjoints femmes. Car après, peut-être qu'il y a aussi de la part des hommes une certaine, peut-être. Alors, est-ce que le fait d'avoir des enfants, par exemple, ça rend l'expatriation plus simple? Je pense que ça dépend de chacun. Je pense que ça rend les choses plus simples pour se refaire un cercle social. Parce que forcément, on est amené à rencontrer d'autres parents. Voilà, donc c'est forcément ça. Ça facilite. Moi, par exemple, j'ai pas d'enfant. Je me suis à chaque fois expatriée. Je me suis toujours réintégrée sans souci. Mais je pense effectivement que c'est un facteur facilitateur. C'est un facilitateur. Oui, c'est sûr. Non, mais clairement, les enfants, c'est un facteur d'intégration. Oui, mais que ce soit en France ou en n'importe expat. où. Enfin, je veux dire, N'importe où. Mais le fait qu'ils aillent à l'école, Voilà, Oui, tu voilà. rencontres les mamans, il y a les il y a anniversaires des des gens qui enfants. sont là depuis un an, invités. 2 ans, donc il y a un échange. Oui, voilà. Alors justement, Mexico Accueil, par exemple, qui est partenaire de l'émission Que Onda Mexico, c'est un des objectifs, c'est justement d'accueillir les expats. Et vous êtes... Surtout toi, les conjoints. Ouais, donc voilà, Surtout c'est les ce que conjoints, j'allais dire, non tu fais partie de l'association. ça. Tu es même une des activistes, je dirais, de l'association Mexico Accueil. La majorité sont des femmes. Donc, Oui, mais il y a de plus en plus, parce que je fais aussi partie de Mexico Accueil in Business, donc le pilier, on va dire, de Mexico Accueil qui aide les conjoints à retrouver du travail ou à créer une entreprise ici au Mexique. Et on a de plus en plus d'hommes aussi. Donc c'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'hommes qui accompagnent. Mais oui, effectivement, Mexico Accueil, il y a plusieurs piliers, donc le caritatif, l'accueil et puis le culturel. Et c'est vrai que du coup, l'accueil, c'est très très important de se retrouver aussi dans un cocon, même si, on ne va pas à l'étranger pour se retrouver entre Français. Mais quand on est dans cette vague et ce tourbillon de nouveautés, ça fait aussi du bien d'être avec des gens qui parlent. Oui, puis il y a des gens expérimentés qui encadrent l'association. Oui, donc, tout à fait. C'est quand même intéressant Tout de à fait. pouvoir discuter avec eux. Tout à fait. Et alors, Ophélie, donc, quels sont les conseils que tu donnes pour les conjoints qui arrivent au Mexique, qui au début galèrent un peu, souffrent un peu, ils ne comprennent pas trop bien? Quels sont les conseils que tu donnes? Alors les conseils déjà, c'est de ne pas vouloir faire un copier-coller de ce qu'on avait en France et Mais ça, c'est impossible. Non, mais, Oui, ouais, mais- mais Enfin, c'est compliqué. ça, c'est important parce que beaucoup, on a tous tendance à comparer avec la France, comparer avec son pays d'origine. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un point important. Mais oui, parce que ce forcément, soit... si tu compares avec ton pays d'origine, tu te mets dans la dynamique que c'est mieux chez moi, parce que c'est chez moi. Donc forcément, tu es dans une optique négative et critique vis-à-vis du pays dans lequel tu es. Et donc là, tu n'es pas dans le bon mood, on va dire. Voilà, Enfin, il y a exactement. aussi un aspect découverte. Enfin, les Français en général, ils aiment aussi ce côté découverte Oui, oui. Alors dans oui, le pays d'accueil, le pays oui, où mais ils quand arrivent, on arrive à un moment où est-ce que justement de systématiquement ils ras-le-bol, recherchent à retrouver Pas systématiquement, ça dépend. Enfin, le vrai c'est expat. c'est hein. par Mais beaucoup, période en fait, c'est beaucoup. par phase, j'ai envie Beaucoup de dire. recherchent
ouais, retrouver ce qu'ils avaient. Ouais, parce que c'est pas comme en France. Moi, à chaque fois, je leur dis, si tu veux retrouver la France ici, reste en France. C'est Voilà. mieux. La France, c'est bien en France. Ici, c'est pas la France. Donc, forcément, c'est différent. Et beaucoup, on a tous tendance à comparer. Mais dès que tu compares, c'est mieux chez toi. C'est ça le problème. Alors, Donc, alors, attends, parce que oui, c'est pardon. vrai, Ok. Une réponse. Tu veux la cuisiner, Ophélie? Non, mais connaître un peu les conseils. C'est-à-dire, ok, donc le premier que nous a Voilà, dit. déjà, donc de ne pas copier-coller. Après, je pense que d'apprendre la langue, c'est un basique. C'est essentiel, ouais. Voilà, alors même si je comprends bien qu'après avoir fait plein de pays où il a fallu apprendre plein de langues, il y a des fois on en a marre, mais je pense que d'apprendre au moins les C'est bien bases d'une d'apprendre langue. plein de langues, non? Et l'espagnol, bon, c'est pas l'espagnol, en facile plus, que le bon, népalais, Et quoi. puis ça L'espagnol, permet. ça va, il y a quand même beaucoup de pays qui parlent espagnol, donc après tu Oui, peux oui, mais c'est vrai que partir des fois on peut en avoir marre d'avoir appris l'allemand, le portugais, l'italien, et hop là maintenant l'espagnol. Mais ça va permettre déjà de pouvoir communiquer, donc c'est la base quand même, de pouvoir aussi mieux comprendre ce qui se passe aux alentours, de mieux comprendre la culture, de mieux comprendre l'environnement, et du coup quand on le comprend, et ben, ça nous permet aussi de l'accepter, même si de prime abord il y a des choses qui nous perturbent, voilà. Quand on le comprend, ça va déjà mieux. Donc d'apprendre la langue, effectivement, c'est... Non, mais de toute façon, clairement, on ne peut pas connaître un pays, sa culture, si on ne domine pas la langue. Parce Il y a plein de gens que qui pratiquement sont- tout est dans la langue, dans le parler. Les mots, les détails. Enfin, je veux dire, on reconnaît les gens qui connaissent le pays par le fait qu'ils ont le langage et qu'à Oui, travers oui. le langage, ils ont chopé Les aspects culturels. les aspects culturels oui, qui c'est sont à sûr. travers la langue, quoi. C'est sûr. Clairement, ouais. Et est-ce que tu as eu des cas un peu extrêmes, des gens qui sont au bord de la dépression ou dans la dépression Alors oui, mais alors ça c'est des personnes qui m'ont contacté, mais une fois qu'ils étaient dans la... oui c'est ça. Et moi du coup j'ai pas les armes là. Du coup faut Là, passer c'est par thérapie. la psychologie. Et voilà, ça le coaching est vraiment, moi j'insiste Ouais. à chaque fois parce que c'est vraiment différent de la psychologie. Et moi je suis pas formée pour. Bien sûr. Pour voilà. Donc là du coup c'est vraiment. Enfin, le suivi que tu fais avec les conjoints ou les conjointes d'expat, c'est quand même un processus assez long, enfin, je veux dire, Ah bah, régulier, disons. oui, oui, c'est ça. Et c'est vraiment utile. Enfin, moi, j'ai eu le Ah cas oui, oui. de gens qui ont travaillé avec toi, enfin, cet aspect-là, et ils en sont sortis. Et donc, c'est des sessions de combien de temps? Parce que des sessions Alors, intéressantes. nous on commence par une session déjà d'une demi-heure, se rencontrer, voir si le courant passe, etc. Parce que c'est hyper important de se sentir à l'aise avec son coach. Si on ne se sent pas à l'aise, en confiance, on ne va pas avancer bien vite. Ensuite, on fait 1h30, une première séance pour vraiment définir l'objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre vraiment à la fin du processus de coaching. Et ensuite, toutes les 2 semaines, on se voit pendant 1 heure pour avancer pas à pas en fait. Mais pendant combien de temps? Ça dépend de l'objectif de la personne. Donc c'est minimum 5 séances et maximum 10. On part du principe que, dans le coaching, on part du principe qu'au bout d'un moment, il faut aussi que le coaché, Dans vole de ses propres le côté ailes. coaching, il y a aussi le côté confident. Oui, ouais, oui. totalement. Hein. C'est toujours. D'ailleurs, là, j'ai arrêté. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui ont terminé leur parcours il y a quelques temps. Et c'est vrai que on partage des moments de vie, donc des moments positifs, négatifs. Alors, c'est. Pour terminer un peu l'émission, venir c'est compliqué, mais tu me disais que repartir ça l'est souvent encore plus. Alors tu voulais nous parler un petit peu du Oui. retour. C'est ça, parce qu'en fait souvent on fait tout on s'organise vraiment pour l'arrivée, on se renseigne, on regarde, etc. On prend des contacts et tout. Le retour, on se dit c'est facile, je rentre chez moi, pareil, ce sera comme je l'ai laissé. Tout va bien. Alors qu'en fait rien ne sera pareil. Alors on qu'on a a changé, nous, les autres ont changé parce que clairement notre famille et nos amis nous ont Ou le pas regard attendus des autres aussi a patiemment. changé. Oui, le regard des autres et puis c'est surtout que l'environnement en général. Nous, on a été baignés dans une autre culture, dans un autre Non, environnement. au contraire, moi je pense que les gens que tu as laissés sur place dans ton pays d'origine, eux n'ont pas changé, mais toi, une expatriation te change. Tu changes. Donc ton regard sur les autres n'est plus le même, ton regard sur ton pays n'est plus le même. Ce que tu acceptais avant, peut-être que tu l'acceptes plus quand tu rentres, et tu peux vivre un choc culturel en rentrant, au même titre que tu vis un choc culturel quand tu arrives. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que les gens ne se préparent pas. On n'imagine pas qu'on va avoir un choc culturel en arrivant dans ton propre pays, Voilà. après 5 ans d'expatriation au Mexique, par exemple. Exactement, alors que tout a évolué et c'est important même niveau professionnel par exemple. Je travaille beaucoup avec des personnes qui vont rentrer en France sur leur projet professionnel parce qu'elles travaillaient avant, elles n'ont pas travaillé là.
mais elles savent qu'elles vont retravailler en France, mais elles n'ont pas du tout envie de refaire la même chose. Donc voilà, faut faire, enfin comment dire, c'est pas comme si l'expatriation était une parenthèse et qu'on l'oubliait une fois qu'on était rentré, elle fait partie intégrante de nous. Donc du coup, il faut vraiment la mixer et trouver encore une fois un équilibre et retrouver sa place une fois qu'on rentre. Alors une dernière question, c'est en rapport avec les entreprises. Est-ce que les entreprises, bon Olivier est un spécialiste également parce qu'il travaille beaucoup d'entreprises multinationales ici au Mexique, est-ce que les entreprises prennent en compte cet aspect du conjoint? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une réalité de prendre en compte les besoins, les nécessités, les contraintes, les difficultés du conjoint en expatriation avec son mari ou son épouse? Certaines entreprises commencent à sponsoriser entre guillemets des packs de retour à l'emploi ou ce genre de choses, des formations interculturelles aussi pour le conjoint et pas uniquement pour la personne expatriée, voilà. Mais après, non, c'est vrai que j'ai encore du mal à rentrer dans les entreprises et à faire aussi comprendre, je sais pas ce qu'on disait. Dans l'accompagnement, oui. Voilà, parce que toi, tu fais l'accompagnement à terme, à moyen terme. Pour le conjoint, très peu le font. Je pense qu'il ne voit pas l'intérêt, en fait. Voilà, il se focalise plus sur l'expatrié, qui représente un vrai coût pour l'entreprise. Et puis le conjoint, il a sa formation de 2 jours de vivre et travailler au Mexique. Et après, il est livré à lui-même. Voilà. En général. Il est censé avoir les clés. Alors maintenant, il y a des entreprises quand même qui aident à trouver un emploi. Il y a des entreprises qui accompagnent un peu plus. Mais c'est aussi pour ça qu'InBusiness, le focus, c'est quand même sur l'expat. Voilà, et c'est aussi pour ça que Mexico Accueil a fait ce pilier InBusiness pour accompagner au mieux les conjoints. Alors Ophélie, où est-ce que, si on veut te joindre? Alors, Dépasse tes frontières. Dépasse tes frontières. Voilà, dépasse-tes-frontières.com, LinkedIn, Ophélie Terrien, Facebook, Instagram, voilà. Et sinon, à InBusiness, à l'association Mexico Accueil ici à Mexique. Mais bon, tu peux couvrir l'ensemble du territoire. Enfin, il y a des entreprises sur Monterrey qui t'ont déjà oui, tout appelé. à fait. D'ailleurs, je crois que on n'a pas parlé de ça, mais tu travailles beaucoup à distance. Beaucoup à distance, oui. J'ai Par des gens Skype, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe du Nord, au Mexique aussi, à Mexico. Mais voilà, c'est vrai que la distance en soi et le décalage horaire, on arrive toujours à s'arranger. Donc voilà, j'essaie de... Bon, très bien, merci Ophélie. Merci à vous. Donc l'expatriation, on voit bien que c'est pas si simple que ça. Les gens pensent que c'est la gloria, comme on dit au Mexique. Voilà. On part, on est expatrié, on a tout est payé, tout va bien. C'est pas facile. Non, psychologiquement, émotionnellement, voilà. Ça peut être difficile. Ça peut être compliqué. Et puis on ne parle pas simplement d'un aspect financier, c'est tout le reste en fait. Ouais, c'est vraiment... Donc voilà, donc si vous êtes en expatriation, si vous souhaitez venir au Mexique, si vous allez venir au Mexique, vous avez les 2 personnes ici en face qui sont indispensables pour une réussite. D'ailleurs, on va collaborer avec. Voilà. Avec vous allez travailler ensemble. Voilà. Bon, très bien. Oui, parce qu'on est très complémentaires. D'accord. Donc oui. Bon, très bien. Je l'invite à collaborer avec moi. Bon, très bien. Donc, très bien. Voilà. Donc on a un nouveau couple qui s'est formé ce soir. Sur un point de vue professionnel. Très bien. Oui, il y a son mari. Ouais, Frédéric est là, donc parce que en plus d'être compétente, elle est très jolie. Donc, je vais rougir. Frédéric nous regarde. Hein. Bon merci Ophélie, merci d'être venue sur le plateau. Merci Olivier pour ce complément d'information. Et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission. Merci, à tout de suite. Jingle. Bienvenue sur l'émission Que Onda Mexico. Nous sommes ce soir ici à l'Alliance Française, dans le restaurant Moutarde, l'Alliance Française de Polanco à Mexico, avec un nouvel invité. C'est le directeur général de l'Occitane. Alors je vais faire un petit résumé de ce qu'est l'Occitane. Des produits de beauté et des soins pour le visage, le corps et le bain, mais aussi pour le confort de la maison. Tout le monde connaît la marque l'Occitane, présente au Mexique depuis 2001, avec 39 boutiques et 70 points de vente en grand magasin. L'Occitane, c'est surtout des arômes et des parfums du sud, lavande, verveine, amande douce, mimosa, autant de plantes et d'herbes sauvages que cette marque qui est née à Manosque, dans le département des Alpes de Haute-Provence, très appréciée ici à Mexico, a su distiller et commercialiser de par le monde. C'est une rencontre au sommet que nous proposons ce soir. En effet, Guillaume Renard, directeur général de l'Occitane, nous fait l'honneur de sa présence et nous allons en profiter pour analyser avec lui comment une grande marque dans le secteur de la beauté
s'installe au Mexique et gère son développement. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Alain. Voilà, Bonsoir alors, Guillaume. vous connaissez bien avec Olivier. Écoute, oui, je suis moi très content de recevoir Guillaume parce que il a eu la chance de m'avoir Il a eu la chance. de m'avoir comme prof quand il était étudiant en école de commerce à l'école de commerce de La Rochelle. Exactement. À tout La fait. Rochelle, oui. Ah ouais. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années, mais bon, le temps passe bien sur nous, donc tout Bon, va mais bien. il a fait du chemin, ton Donc étudiant. voilà, donc moi je me sens très fier parce que de étudiant maintenant je le retrouve déjà au Mexique Et en directeur plus, général et en de la plus marque. directeur général d'une grande marque française. C'est Donc extraordinaire. donc voilà. Bravo, J'étais très félicitations, content de te Guillaume. recevoir ce Belle soir. histoire. Donc tu as eu un très bon professeur, si je comprends bien. Ah bah c'est grâce à Olivier que je suis là. Est-ce qu'il t'a parlé du Mexique à l'époque quand tu étais étudiant à La Bah oui, Rochelle? parce que c'était des cours de management interculturel, hein, et Voilà. donc je me souviens je me souviens très bien d'une anecdote qu'il nous avait parlé dans les restaurants des enfants mexicains qui faisaient beaucoup de bruit et que les Français ça gênait énormément parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire du bruit dans les restaurants. Et maintenant je le vis depuis 6 ans ici et effectivement le peuple mexicain est un peuple très joyeux, donc effectivement dans les restaurants les enfants ont beaucoup plus de liberté qu'en Europe par exemple. Donc c'était un point qui m'avait marqué de. Ils courent partout. Alors Les enfants, ils courent c'est ta partout. première grande expatriation. Je crois que tu as travaillé à Genève. Oui. Et puis ensuite tu es venu directement ici au Mexique en tant que directeur financier. Exactement. Tu as été promu donc directeur général de la marque. Oui. Donc ça fait déjà 6 ans. Ça fait Ça fait déjà un 6 moment ans au que tu es Mexique, oui. Donc là, on commence à être bien adapté à la culture mexicaine, aux Mexicains, et on commence à bien connaître aussi le pays, qui est un pays quand même extraordinaire. Et aussi au niveau professionnel, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités pour l'Occitanie. D'accord. Alors, quelle est la spécificité des produits L'Occitane? Nous, en France, on connaît relativement bien. C'est une marque au Mexique qui est très présente. C'est quoi la spécificité des produits L'Occitane? Voilà. L'Occitane, comme beaucoup de personnes le savent, hein, c'est une marque française de produits cosmétiques. Ouais. Produits naturels. La majeure partie des produits, les ingrédients viennent du sud de la France, Provence, Corse, et quelques spécificités, parce qu'on a des produits très connus qui sont le karité. L'ingrédient karité, c'est une Alors, noix karité, qui c'est pas vient. très français, c'est- Non, ça vient de Burkina Faso. Du Burkina Faso, en ouais. Afrique. D'accord. C'est un des ingrédients qui ne vient pas du sud de la France, D'accord. mais qui a une grande histoire. Enfin, je pourrais raconter un peu. C'est une grande histoire avec l'Occitane, donc c'est lié quand même à la culture l'Occitane. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est une marque mondiale. Vous êtes présent pratiquement dans tous les pays du monde. Ici au Mexique, c'est une marque importante. Je veux dire, 39 magasins. 70 points de vente. Vous êtes structuré comment comment vous fonctionnez en fait au Mexique? Alors effectivement, déjà l'Occitane c'est une marque qui a un peu plus de 40 ans, donc finalement c'est quand même un groupe qui est assez jeune, hein, Oui, c'est jeune, 40 et ans. qui a connu une explosion au niveau de ses gammes, de ses ventes, de son implantation dans le monde incroyable. Et effectivement au Mexique, qui est présent au Mexique depuis 2001. Alors ça a commencé en 2001 de manière un peu on va dire hypothétique parce qu'on ne connaissait pas, personne ne connaissait vraiment le Mexique, comment s'implanter, etc. Donc on a eu des partenaires. Et depuis 2011, la marque est vraiment une marque à 100% du groupe. Du coup, il n'y a L'Occitane. pas de franchisé. Alors, la filiale ici est à 100% du groupe L'Occitane. Après, notre développement au Mexique, ça s'est fait avec différents canaux de distribution. Donc on a nos boutiques en propre, hein, donc ça, on en a 33. Ah, 33. Et après le reste, en fait, ce sont des franchisés. justement. D'accord, ah d'accord, donc il y a 6 Mais franchisés. ça fait 39 boutiques. Et les franchisés, on a développé ce modèle il y a 3 ans pour justement essayer d'avoir un peu plus d'impact, un peu plus de suivi dans des villes secondaires. On va dire. D'accord. Donc, par exemple, pour nous, à Los Cabos, à Léon. Ouais, Là, parce que on a vous des êtes vraiment partenaires présent absolus. partout. Vous êtes à Playa del Carmen, à Cancun. Bon, je ne parle pas des grandes villes comme Monterrey, Guadalajara, Mexico, mais même des villes entre guillemets Moyennes. secondaires. Léon, Aguascalientes, enfin bon, Ouais, tout à fait. c'est incroyable pour une marque française dans la cosmétique, d'accord, mais être aussi présent au Mexique, c'est incroyable. Là, on a réussi à avoir un maillage du pays assez intéressant. Donc on a nos boutiques, on a aussi ce qu'on appelle ici les department stores, Ouais. départementales, comme D'accord. Liverpool, Palacio de Hierro, avec qui on travaille Fábricas beaucoup. de Francia. Non, Fábricas de Francia, Non. on n'est pas, parce que c'est pas notre positionnement qu'on veut exactement. Non, mais Liverpool, oui, vous êtes dans tous les magasins Liverpool Liverpool. et Palacio de Hierro, et Palacio quelques de Hierro. chaînes
régionales. Dans le nord, par exemple, il y a Simaco, qui est une chaîne régionale sur laquelle on est. Et dans le sud, il y a une chaîne qui s'appelle le Chapour. On est, chez Chapour, moi je les connais, les frères Chapour, ils se sont séparés, mais ils ont des grands magasins régionaux sur Mérida, Cancun, Chapour, c'est une très belle... Et en plus de ça, on a un gros business avec les hôtels. Parce que les produits L'Occitane se trouvent aussi dans les hôtels de luxe. Ce sont des amenities pour le toucher, etc. Et en fait, ici, on a réussi à avoir énormément de clients, signer de gros contrats avec des hôtels de luxe. Donc, par exemple, ici, on est avec Four Seasons. À Cancun, il y a Grande Velas, qui sont des hôtels très connus. Nisouk, par exemple, aussi, qui est un hôtel assez exclusif. Los Cabos, par exemple, Solas, qui est un nouvel hôtel très très exclusif. Donc on retrouve dans sa chambre des produits L'Occitane dans la salle de bain, notamment savon, produits bains, etc. Et ça donne une expérience. Ça donne une expérience incroyable aux gens parce que le retour qu'on a, c'est que c'est vraiment quand même des produits de très haute qualité. Et au toucher, à l'odeur, c'est des produits incroyables. Donc ça donne une expérience vraiment intéressante aux gens dans les hôtels de luxe. D'accord. Et est-ce que par rapport à votre marché, quelles sont les spécificités du marché mexicain? Est-ce qu'il y a des spécificités ou est-ce que c'est un marché pour vous comme un autre? Alors je dirais que nous, les produits sont les mêmes dans le monde entier. Donc après, nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'effectivement, on mesure un peu comment réagissent nos clients par rapport aux gammes de produits qu'on a, parce qu'on a quand même une gamme qui est très très large de produits. C'est une gamme de bien-être. On va de la bougie pour la maison, à la crème main qui est très connue, qui est un best-seller, au gel douche, mais aussi aux produits de plus haute qualité qui sont des produits de Cuidado de Rostro, de facial, qui sont de très très haute qualité, et aussi des gammes pour hommes, etc. Donc en fait, on évalue comment réagit le marché, qu'est-ce qu'on pense qui peut arriver sur le marché, qui peut être intéressant. Par exemple, au mois de mars de l'année prochaine, on va lancer une gamme bébé. Ah oui. Et ça sur le Mexique, on sait que les enfants sont rois, etc. Et là, on mise beaucoup sur ça. Donc on va être dans différents canaux de distribution, des nouveaux canaux de distribution aussi. Pour le dire, on va essayer de rentrer aussi dans les maternités pour promouvoir nos produits. Et ça, on pense que ça peut marcher au Mexique parce que c'est véritablement un marché qui est intéressant. Après, il y a des produits qu'on arrête parce qu'on sait que les gens ne sont pas du tout réactifs sur ces produits. Et après, tout ce qui va, c'est la stratégie marketing, qui est là vraiment différente, qu'on adapte par rapport au marché. Donc notamment, cette année, on a beaucoup travaillé sur la visibilité de la marque et sur des événements beaucoup plus complémentaires, pas seulement comme avant ça se faisait, ou même d'autres marques font ça, promouvoir le produit et c'est tout. Maintenant, on fait la promotion d'un produit ou d'une gamme qu'on lance, mais autour de ça, on crée un événement. Donc, par exemple, au mois d'avril l'année dernière, on a lancé toute une gamme de Cuidado de Rostro pour un public assez jeune. Et on a créé un événement à Antara, dans un centre commercial à Mexico, où on a fait venir des artistes mexicains qui ont peint sur le concept de l'eau, parce que c'est une gamme hydratante, très très hydratante, qui vient d'une fontaine du sud de la France, du village de Réoutier. Il y a toute une histoire et qui est très 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 hydratante. Voilà, c'est ça. Et on a invité une quinzaine d'artistes, soit connus, soit qui sont toujours à l'école, pour peindre en fonction de ce thème. Celui qui a gagné le concours, c'est... Alors une personne qui a gagné, il s'appelle Bosco, c'est un jeune artiste mexicain qui vient de San Luis Potosí. Ouais. C'est un jeune qui a 20 ans et qui est très talentueux, qui est suivi par des gens très connus ici. Et du coup maintenant on a fait une alliance avec lui. On a fait le gala de Noël avec lui, il a fait une peinture incroyable. Ça m'amène justement au thème suivant que je souhaitais aborder. C'était le magnifique gala que tu as organisé le mois dernier avec Jacques Pourcel, 3 étoiles chez Michelin, qui était en voyage ici à Mexico, puisque toi Olivier, tu as eu l'occasion d'aller au gala de la chambre de commerce franco-mexicaine. Et donc Jacques Pourcel était dîné c'était vraiment extraordinaire. Et le lendemain, donc l'Occitane a fait pour la première fois son gala au bénéfice de la fondation L'Occitane. Alors ça c'est intéressant parce que depuis l'an 2000, la fondation L'Occitane, elle lutte contre la cécité dans le monde. Alors je crois que ça a commencé au Burkina Faso, c'est ça ? Alors non, alors il y a eu des prémices ici, mais en fait c'était plus
basé sur le concept de la marque, qui est une marque sensorielle. D'accord. Et donc du coup, on s'est dit, dans la partie sensorielle, en plus de toucher, de sentir le produit, il faut voir nos produits aussi. Donc c'est parti du fait que la marque est sensorielle. Et depuis effectivement 2000, le groupe a créé une fondation L'Occitane qui travaille sur cette partie de la cécité évitable. Et on a été une des premières marques de cosmétiques à mettre le braille sur les produits. Oui. Comme ça, vous le verrez, sur tous les produits, il y a le braille et vraiment, on a encore une des uniques marques à le faire. Hein. Et on travaille donc dans différents pays qui ont vraiment des besoins sur la cécité évitable. Donc, par exemple, ici, ce qu'on fait au Mexique, ce qu'on va faire en 2019, c'est qu'on a un partenariat avec une fondation mexicaine qui est à Pachuca, qui s'appelle Semao. Vous êtes en partenariat avec l'Institut mexicain de l'ophtalmologie. Et donc la fondation L'Occitane, justement, l'idée du gala, c'était de lever des fonds pour la fondation pour aider une association locale dans l'état d'Hidalgo à Pachuca. Alors ce soir-là, c'est pour ça qu'on en revient dans la conversation, c'est que cet artiste qui a gagné le concours Antares, c'est à Mexico, qui s'appelle Bosco, a mis aux enchères une de ses œuvres qui a été bien vendue, très très bien vendue, et qui était donc au bénéfice de cette association. Alors à Pachuca, vous faites quoi exactement avec l'Institut mexicain? L'objectif, c'est d'acheter un petit camion mobile qui va être équipé pour diagnostiquer les gens qui ont peu de ressources. Du coup, on va aller dans les villages tout autour de la région de Pachuca pour diagnostiquer à ces personnes qui ont peu de ressources. Et si c'est possible, opérer ces gens-là. Parce qu'on sait que 80% de problèmes de cécité sont évitables, donc ça peut être opéré. Et c'est vraiment un sujet très important au Mexique également, parce que la cécité au Mexique est beaucoup liée au diabète. Au Mexique, il y a énormément de diabète, on sait, et donc c'est très lié à ça. Donc pour nous, ça donne encore plus de sens. Et en plus, on aide les Mexicains, donc c'est très important. Et je voudrais juste mentionner que aussi le gala de l'Occitane qu'on a fait, c'était bien sûr pour promouvoir les produits, la qualité de nos produits, mais c'est aussi pour montrer aux gens et que les gens connaissent qu'est-ce qu'il y a derrière nos produits. Parce que oui, on a la partie philanthropique avec la fondation qui s'occupe de la cécité, qui s'occupe aussi de l'émancipation des femmes, notamment au Burkina Faso justement, c'est ça, avec le Carité. Alors ça pour l'histoire, c'est que cette noix de Carité, traditionnellement, ce sont les femmes qui ont ce business. Donc nous, on est arrivé il y a très longtemps, le fondateur de l'Occitane, Olivier Bossan, est arrivé au Burkina Faso parce qu'il avait entendu parler de cette noix de Carité et de ses pouvoirs de nutrition très 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 forts. Du coup, il a commencé à développer des produits à base de Carité, mais en aidant ces femmes. Donc actuellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des écoles, on alphabétise ces femmes, on paye l'école aux enfants, on fait du microcrédit. Donc, aujourd'hui, on a aidé plus de 10 000 femmes qui travaillent toujours pour nous. Et l'idée, c'est d'étendre cette collaboration à plus de femmes au Burkina Faso. Et la fondation ici, l'Occitane au Mexique, elle a des ambitions encore plus importantes. Alors, pour le moment, là, c'était le premier gala. Oui. J'ai eu le plaisir de pouvoir y participer. C'était vraiment extraordinaire. Je veux dire, on avait à la fois la qualité des produits de l'Occitane, mais dans la gastronomie, dans tout. Et puis, il y avait des invités de grande qualité, des gens vraiment extraordinaires, des artistes, beaucoup de journalistes, de télévision, etc. Vraiment des gens sympas du monde des médias et artistes de Mexico. Tu as l'intention de le refaire Oui, alors parce que c'était un grand succès, parce que justement on a fait quelque chose autour de la marque. Le chef Jacques Courcel qui est venu a cuisiné en base des ingrédients d'Occitane. Oui, c'est ça. On a fait un cocktail en base des ingrédients d'Occitane et un repas en base des ingrédients d'Occitane. Donc c'était aussi pour promouvoir la richesse des ingrédients qu'on avait dans le sud de la France et aussi qu'est-ce qu'on faisait nous, l'Occitane, pour protéger cette biodiversité qu'on avait dans le sud de la France. Donc tout ça c'est pour expliquer aux gens que l'Occitane c'est pas seulement une marque qui est là pour vendre en fait, en plus d'être des produits de haute qualité, d'avoir toujours des boîtes incroyables, etc. Il y a beaucoup derrière, parce qu'on fait très attention pour protéger la biodiversité justement de nos plantes dans le sud de la France. On a la fondation qui travaille justement sur l'émancipation des femmes et sur
la cécité évitable. Et aussi, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on fait pour protéger l'environnement, notamment le plastique. Le groupe, depuis, parce que là, on sait que c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, mais le groupe, depuis plus de 40 ans, depuis sa création, travaille déjà sur comment réduire le plastique. Donc nous, ici au Mexique, comment ça va se concrétiser? C'est qu'on va lancer un programme de recyclage de produits à partir d'avril. Donc on va avoir des boîtes dans les boutiques, on va inviter les gens à revenir avec leurs bouteilles vides et pour les mettre dans ces boîtes, et nous on va s'occuper du recyclage. D'accord. Mais il y a plus de plastique finalement dans les produits, parce que j'ai vu par exemple des pots en verre, vous utilisez beaucoup le verre. Il y a du verre, il y a du plastique. Par exemple, un exemple, on a des shampoings. Les shampoings, c'est des bouteilles en plastique. Un peu plus de 50% de ces bouteilles sont déjà faites avec du plastique recyclé. Alors on a une idée de faire à 2025 que tout soit recyclé, que le plastique qu'on utilise soit recyclé et recyclable évidemment, dans toutes nos boutiques dans le monde. Mais ce qu'on va faire en recyclage, ça va être bien sûr principalement pour le plastique. Le verre pour le moment c'est un peu plus difficile, donc ce sera une deuxième étape. Mais toutes les boîtes aussi en métal, ça va être recyclé. On va pouvoir les mettre au recyclage. Alors on approche les fêtes de Noël. Acheter des produits L'Occitane, c'est l'idéal. C'est le moment, c'est le moment. Ah, c'est vraiment le moment parce que les boîtes en plus elles sont magnifiques. Ah bon, nous on a été, c'est vrai qu'on a été bien traités sur cette soirée L'Occitane. Vous avez vraiment été splendidos comme on dit au Mexique. Et il y a des boîtes de cadeaux, c'est extraordinaire les boîtes L'Occitane. Déjà au niveau du décor. C'est des artistes, non, qui payent ces boîtes. L'Occitane est aussi reconnue comme une marque de cadeaux. Ouais. Alors bien sûr c'est pas suffisant, mais ça fait partie d'une de ses forces quand même. Et cette année justement sur nos boîtes, on a une collaboration avec un artiste assez connu qui est Christophe Bajac. Ah oui. Voilà, qui nous a fait les dessins sur les boîtes et aussi qui communique sur les engagements du groupe. Donc, vous allez voir des dessins sur justement qu'est-ce qu'on fait qui représente la planète, qui représente la biodiversité, qui représente la vision et qui représente l'émancipation des femmes. Donc tout ça, ça a été mis en musique, en dessin par Christophe Bajac. Avec la prédominance du jaune, bien sûr, qui est la couleur de la marque L'Occitane. Et donc, en tant que chef d'entreprise, que directeur général, qui développe une marque française au Mexique, pour nos auditeurs qui nous écouteraient de France et qui auraient l'envie de venir au Mexique, quels seraient les conseils que tu donnerais pour réussir au Mexique? Alors, professionnellement. Je dirais peut-être deux mots, en fait ce serait ouverture, je dirais, et respect. Ouverture parce que évidemment pour voyager ou pour aller s'installer dans un pays, il faut être ouvert. Ouvert à découvrir la culture du pays, à découvrir les gens, à découvrir la nature, etc. Et le respect parce que il faut respecter aussi les traditions du pays. On est un étranger finalement qui vient dans un pays. Donc il faut savoir respecter les gens, leurs traditions, tout en apportant ce qu'on a nous aussi, parce que mon travail aussi c'est d'essayer de développer les gens et en plus d'améliorer la marque ici, le business de la marque. C'est aussi, moi j'attache beaucoup d'importance aux gens, parce que je pense que c'est le cœur de n'importe quelle entreprise. Et du coup, je travaille beaucoup sur comment on peut améliorer par exemple la productivité des gens. Ça c'est un point parce qu'on sait que le Mexique c'est un des pays les moins productifs au monde, pour diverses raisons. Donc par exemple moi ici j'ai payé beaucoup de coaching à certaines personnes de mon équipe pour qu'ils puissent se structurer, avoir des nouvelles méthodes de travail pour les aider. Mais toujours dans le respect de ce qu'eux ont fait, dans des études qu'ils ont eues, etc., etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir au Mexique. D'accord. Je me permettrais de rajouter un troisième mot, patience. Alors patience, oui. Là, les entreprises ne sont pas patientes, ça évite quand même. Donc, il faut être patient. À un moment donné, il faut quand même pousser les gens. Oui, mais en même temps, les choses ne se font pas à la même vitesse qu'en France. Alors les Mexicains, il faut quand même les pousser un peu. Quoi. Oui, non, il faut pousser, mais même en poussant, c'est difficile. Voilà, alors, il faut être patient. On peut retrouver, je suppose, ici au Mexique, dans toutes les villes, on trouve L'Occitane, mais on peut aussi avoir une idée un peu plus détaillée de ce que vous vendez à travers un site. Vous avez un très beau site, qui s'appelle l'Occitane.mx. Oui. Voilà. Oui, on a un site web, donc effectivement pour les gens
qui voudraient acheter sur le site web ou Donc qui on sont peut dans des acheter zones où sur on le n'a pas de site, boutique. on peut acheter sur le Ouais, site sur le site. et se faire livrer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, D'accord. vous êtes je trouve, très dynamique au niveau digital. Ouais, Ouais. c'est un très Là, bon site. et on en reçoit plus, des ça marche mailings bien, régulièrement. Ouais. Oui, tout Bon, à fait, bah, parce très bien. qu'on sait que ça, de toute façon, c'est le futur, hein, enfin, c'est même l'un. Donc on travaille beaucoup plus sur le digital, avec différentes choses, hein, des emailing, des bloggers, des influencers. Pour 2019, vous avez prévu des nouvelles ouvertures ou là Oui. vous avez vraiment couvert Non, on a encore. Alors, ça c'est intéressant parce qu'on a des ouvertures de boutiques en propre. Ouais. Et on prévoit d'en ouvrir 4 déjà l'année prochaine, ce qui est quand même beaucoup. On prévoit d'ouvrir 1 ou 2 franchises aussi additionnelles. D'accord. Dans quelle ville? Alors les franchises, ce sera plutôt Basse-Californie, En Basse-Californie. Tijuana, Ah oui, d'accord. San Lucas. Dans le nord du pays. Ouais. Et les ouvertures de boutiques, ce sera sur Guadalajara, Mexico, D'accord. principalement. D'accord. Et on a des nouveaux concepts qui arrivent. Voilà, je peux vous le dire, parce que ça c'est fait. On va ouvrir un nouveau concept barber. Ici, on sait qu'au Mexique, c'est très à la mode les barbers. Là. C'est vrai que ça vient à la mode. Ouais. Et en fait, on a un concept, nous, qu'on a travaillé depuis plusieurs années, qui est un barbershop by l'Occitane, Ah oui. avec un traitement, mais c'est vraiment de très haut niveau. Facial, Exactement. Donc ça, on pourra recommuniquer dessus. On aura une ouverture fin février, qui sera sur Polanco. Et donc ça c'est une expérience unique qu'on va pouvoir donner aux clients. Et la catégorie homme, parce que aussi la catégorie homme, c'est une catégorie qui est en train de croître énormément. Homme et barbu. Bon, c'est pas mon cas, mais Olivier, Voilà. effectivement. Je suis client potentiel. Et il y aura manucure, Client pédicure. apuntado en la lista. Bon, ben, merci Guillaume, merci pour cette rencontre et pour cette discussion avec une marque qui est très ambassadeur de la France. Hein. C'est vraiment, même du sud de la France. Alors, sur le gala d'ailleurs, tu as eu la chance d'avoir notre ambassadeur, Oui, oui. ambassadrice. Ambassadrice qui nous a fait l'honneur de venir. Voilà, d'abord parce qu'elle est de la région. Et puis ensuite, elle est venue appuyer une marque qui au Mexique est un vrai ambassadeur du qualitatif et des produits qualitatifs français. Hein, et puis de toutes ces valeurs qui transitent à travers la marque. Ouais. Merci Guillaume pour Merci cette beaucoup pour émission. l'invitation. Merci. Ok, Merci muchísimas bien. gracias. Jingle. Bienvenidos a ¿Qué onda México? Ce soir, nous avons un plateau tout à fait spécial, puisque c'est un plateau gastronomique. Alors, Isabelle est vénézuélienne, Luz Amalia est colombienne. Isabelle a une maîtrise en marketing, elle est chef pâtissier du Cordon Bleu de Mexico. C'est d'ailleurs là où elles se sont rencontrées et nos deux amis ont créé une entreprise qui s'appelle Las Dos Amigas, les deux amis, et vous fabriquez des produits français et des produits latino-américains. Racontez-nous un peu cette expérience, toutes les deux au Cordon Bleu, Voilà. colombienne, vénézuélienne, et ici au Mexique. Et Faisons en des plus dans produits un français. environnement français, c'est extraordinaire. Eso es lo que se llama la globalización. La globalización. Les deux amis, ¿qué producen? ¿Qué hacen? ¿Y dónde venden? Bueno, estamos comenzando y vendemos en bazares, amigos, a los que nos pidan por Instagram. Tenemos una cuenta Instagram, Les Deux Amis en Instagram, de Les Deux Amis México. Y por ahí nos pueden pedir. Yo hago básicamente cosas dulces y Luz hace cosas saladas. Saladas. Donc les rillettes La et rillette, tú les conserva. confitures. de confitura. Sí. ¿Qué productos? Yo ahorita estoy vendiendo mermelada de higos con vainilla, que es una receta francesa, Sí. una mermelada de guayaba, que es una receta latinoamericana. ¿No tienes muestras aquí? Tuvimos el gran problema, pero el problema que queremos tener de que vendimos todo. Entonces ya necesitamos volver a producir. Bueno, es que Luz también hace parte de la Asociación México Accueil. Entonces estuvieron en el bazar y vendieron todo lo que tenían. Qué bárbaro, o sea, muchísimos productos. ¿Desde cuándo están haciendo eso?
Pues mira, este es un proyecto que nació este año, porque como nuestra amistad nació en torno a la gastronomía, con Isabel nos dijimos, tenemos que hacer algo que nos dé placer, que nos permita compartir esa pasión que tenemos por la gastronomía. Y este año nos pusimos a la tarea de crear nuestra marca, de buscar los productos que nos identifican, que para nosotros son deliciosos y que queríamos producir y compartir con la gente. Llevamos pocos meses haciendo esto y pues ha sido una gran satisfacción porque como tú nos viste en el bazar, pues nuestra historia le llega a las personas, llevamos un mensaje positivo y hacemos todo con ingredientes de mucha calidad porque pues ha sido nuestra formación y somos muy gourmets y nos gusta comer muy bien. Pero a ver, cuéntanos, porque tú eres colombiana, pero viviste en París. Sí, ¿Mucho sí. tiempo casado con un francés o cuál fue la historia? La historia, como tú dices, es muy global. Ajá. Je suis colombienne, je suis mariée avec un Italien. Ah. On s'est connus en Côte d'Ivoire, donc quand on s'est connus, on a parlé en français au début. Et après, En fait, c'est le français qui vous alliez. bien sûr, Pero- parce que Mais pourquoi Pero le tus Mexique? hijos nacieron en Alemania, me dijiste. voilà, mes deux enfants sont nés en Allemagne, et donc, donc tout a débuté parce que je voulais apprendre les français, et donc j'ai appris les français, après je suis allée habiter en Suisse, j'ai connu mon mari là-bas, on a débuté notre vie en Allemagne où mes enfants sont nés. Et on a vécu en France 5 années. Et là, mes enfants ils ont débuté leur scolarité. Et donc, après, la France est devenue une partie de notre vie parce qu'ils ont fait leur scolarité dans les lycées Et alors français pourquoi du le monde. Mexique? Vous êtes arrivé au Mexique, pourquoi? Enfin, je veux dire, À cause du travail, toujours. Ah, ton mari? Oui, tout à fait. D'accord, donc il a été expatrié ici au Oui, Mexique voilà. et vous êtes installé ici depuis quelques années. Oui. Et vous êtes connu avec Isabelle, Au qui est Cordon. vénézuélienne, hein, au Cordon Bleu. Tú de Venezuela, pero ¿desde cuándo estás en México? Ya tengo 7 años en México y me hice mexicana, o sea, como dice la Pero el canción. acento lo tienes venezolano. Bueno, todavía. sí. Pero ya eres mexicana de nacionalidad. Sí, ¿A ya poco? trabajé en las elecciones y todo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y llegaron con tu esposo, que también es venezolano. Bueno, aquí en México, mi ¿verdad? esposo se vino por trabajo y yo me vine por amor. Ándale, ok. Sí, sí, y fundó una empresa donde vende servicios de internet, se llama eSource Capital. Y yo soy ingeniero de sistemas, pero no quería trabajar con él. Entonces me fui por otro lado, por el lado gastronómico, y estoy trabajando con Luz, haciéndoles Y la pasión la tenían realmente en la De gastronomía. siempre. O sea, el Cordon Bleu Sí, sí, sí. es una muy buena escuela aquí de culinaria aquí sí, en sí, México. muy Que recomendable. de hecho están en todo el país, porque también conocemos al Cordon Bleu en Cancún. Ay, allá sí, una es sucursal. maravilloso. Ahí, saludo a mi amigo Lepage, que es el chef ahí del Cordon Bleu. Y sí es a nivel nacional, entonces Sí, sí, es sí. una muy buena escuela. Es súper buena. ¿Y tienen una especialización allá de la escuela? Yo soy chef pastelera. Ok. Y Luz está, ella dice que no, pero a punto de convertirse en una cosa que se llama el Grand Diplôme, que es la gente que hace toda la parte salada y la parte dulce. Tienes Entonces, un diploma que- un chef completo. Ok. Y ahora, les deux amis, como empresa, ¿cómo se están organizando? Es nuevo el proyecto, pero ¿cómo se están organizando? ¿Ya tienen un portal internet, un sitio internet, una página Facebook? Por ahora tenemos un Instagram, creo que registré el Facebook, pero Ajá. no hemos llenado Sí, nada porque ahí. hay que saber dónde podemos encontrarlos. O sea, yo compré productos allá en el bazar, buenísimos, Ivo con vanilla, eso es lo que tú decías de... Sí de disfruté la mermelada, haciendo esa, estaba muy buenísima. linda. Y bueno, pues tenemos que saber dónde los podemos encontrar también para... Pues sí, porque si hay rillettes, ya con eso debemos probarlas. De 100% grasa de pato. Claro, pues por el momento tienen que buscarnos por nuestro Instagram. Ajá. Pero nuestros proyectos son tener nuestra página de internet, hacernos conocer, seguir trabajando en bazares y crear una marca sólida con productos que... ¿Y dónde venden? ¿En tiendas? ¿Algún lugar? donde Todavía, se pueda? todavía no. Entonces, porque sí fue como una Sí buena hay. sorpresa venderlo todo. Ok, entonces si tenemos unos auditores que quieren Ah, ok. distribuir y vender sus productos... Bueno, pues, nos pueden buscar en Les Dus con número 2 a mí en Instagram. Sí, y o es un comunicarse dibujito con de dos la prensa muñequitas. francesa y nosotros les pasamos su Sí. correo Claro, electrónico. también.
¿Algún producto venezolano que está Bueno, la jalea de guayaba es la bastante venezolana. guayaba. Sí, sí. Ok. Me compré las últimas guayabas que quedaban en el mercado, en la central de abasto. Y hacen lo que se llama la pâte de fruits. Sí, la pâte de fruits. La pâte de fruits. En México también hay, pero... Claro, sí. Es una receta distinta a la mexicana. Ajá, pero la receta la haces tipo pâte de fruits francés. Es ¿o? la receta Sí, francesa, la receta que es francesa. una receta hecha ¿Y qué es? casi 100% pulpa de fruta. Claro que cuando nuestros clientes mexicanos vienen a probar nuestros productos, nos dicen, ¿esto qué es? Entonces les explicamos, es la receta francesa de latte mexicano, ¿no? Porque estas dos gastronomías tienen mucho en común. Sí, la porque es gastronomía ate, mexicana, pero sí, Sí, tiene un sabor que muy diferente. es una receta que no tiene gelatina, es una receta del 100% fruta, pura fruta, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que se vende más, lo salado o lo dulce? Oye, ha sido una sorpresa porque hay bazares en donde se vende lo salado y lo dulce la gente. No. Y hay sitios en donde la gente es súper golosa y se va para lo dulce. Y en el Bazar de Noël de México Accueil, ¿cómo Se estuvo? vendió sorpresivamente. Bueno, todo. No, se vendió más salado, pero para nuestra sorpresa se vendió un producto que hizo Luz, que era un dúo de champiñón. Un dúo Ah, de el dúo de champiñón. champiñón. Dúo de champiñón Fue se como llama. el hit, o sea, la gente se paraba y compraba eso y lo ¿Y qué champiñones eran? Era el champiñón de París y las setas mexicanas. Ah, ¿no? ok, les cèpes et les champignons de Paris. Sí, Ok. tuvo mucho éxito. Que es una Ese receta fue a la base súper italiana, ¿no? exitosa. Una receta a la base. Ok. Las dos viven aquí en México, ¿verdad? Las Sí, dos en sí. México. Ok. Nos conocimos aquí. Pues muy bien, o sea, a mí me gustan esas historias así. Sí, o sea, muy me bonito. gustó es su nombre de Les Deux Amis. Les Deux Amis. Porque es muy, pues como decíamos al rato, ¿no? Muy de la amistad, habla de la amistad, habla de cosas bonitas. Y me gustan esas historias de pasión que se transforman en Sí, porque más allá negocios. de Eso la es lo mejor gastronomía, que es la puede amistad pasar a tienen alguien. ustedes dos, Claro. de países diferentes, llegando aquí en México, con ese acercamiento también que tienes tú con Francia, productos, o sea, es una mezcla increíble y nos hizo mucho, fue un gusto conocerlos allá en el bazar y ver sus productos porque realmente son muy, muy buenos. O sea, Gracias. muy, Oye, muy buenos. gracias. O sea, se nota que aparte del conocimiento tienes la pasión de hacer eso, ¿no? O sea, increíble. Sí, Es bien. lo mejor eso, ¿no? Sí. De hacer de tu pasión tu trabajo. Así es, Eso es lo una gran ideal. satisfacción. Sí. Son muy pocos los que lo logran, pero cuando lo logras pues ya no es trabajo. Claro. Bueno, de todos modos, como ya están empezando, falta el sitio internet, falta la página, falta todo. Comuníquense con nosotros en laprensafrancesa.com.mx y nosotros les mandamos el correo de Isabel o de Luz para que se pongan en contacto con ellos y a ver si les dan allá unas ventas por allá, por Mérida, por Cancún, por Guadalajara, por Monterrey, porque realmente vale la pena. Sus productos son excelentísimos. Muchísimas gracias, Luz y Isabel, por haber estado con nosotros en ese programa. A ti, Les Ana, deseamos lo Muchas mejor. gracias. Muchas Oye, su- y su gracias, proyecto. gracias por la oportunidad porque cuando uno está comenzando estas oportunidades son valiosas. un gran impulso, de verdad. No, pues Muchísimas el gracias. gusto es Merci beaucoup. Muchísimas gracias por C'est estar un plaisir. Ce fut un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et puis félicitations pour ton français parce que Ah, merci. c'est incroyable quoi, je veux dire. Ouais, j'adore les Français. Et l'italien, tu le parles aussi bien? Oui, voilà. D'accord, ok. En fait, tu parles combien de langues? Je parle français, l'espagnol, l'italien, l'anglais, un peu de L'allemand. danois, un peu de danois pour le fun. Et chaque Ouais, fois que pour le fun, j'apprends, le danois. Bon, très bien. Les confitures, elles sont aussi variées que les langues. Merci Isabel et merci Luz, merci Olivier. Muchísimas gracias. Ahorita nos vemos en un programa con un importador de vinos. Gracias. Jingle. ¿Qué onda México? Rebonsoir et merci de nous suivre sur cette seconde édition de l'émission ¿Qué onda México ici dans l'Alliance française de Polanco à Mexico. Nous sommes dans le restaurant en fait qui s'appelle Moutarde Culinaria. Très belle soirée networking.
Et ce soir, nous avons un invité un peu particulier, c'est un importateur de vin. Alors, il importe depuis 5 ans différents vins de domaines de toute la France, emblématiques de leur région d'origine, et avec une forte identité et une personnalité reflétant chaque terroir. Ce sont actuellement 30 étiquettes, et Tanguy de Bonilla, c'est son nom, gère également une liste de grands crus, uniquement dans de grandes années, idéalement prêtes à boire. Bonsoir Tanguy, merci de nous rejoindre sur Que Onda Mexico. Tu es un jeune entrepreneur français ici à Mexico, importateur de vin. Raconte-nous l'histoire, c'est extraordinaire. Avant tout, merci beaucoup de me recevoir dans l'émission. Je suis ravi d'être ici. Bonsoir. Effectivement, c'était pas une histoire écrite d'avance, mais c'est une belle histoire. Moi, je viens de Paris, de région parisienne. Il se trouve qu'il y a un film qui m'a beaucoup influencé, en tout cas qui m'a beaucoup plu. C'est L'Auberge espagnole, donc c'est l'histoire d'un étudiant qui part vivre 1 an à Barcelone pour... Dans le cadre de l'Erasmus. Dans le cadre de l'Erasmus, il est censé étudier, mais il finit à faire tout sauf étudier. Il passe un grand moment et donc moi ça m'a toujours inspiré. Depuis que j'ai vu ce film, j'ai su que je voulais partir à l'étranger. Et en terminant, en commençant l'université, la 3e année, j'ai eu l'opportunité de partir 1 an en Argentine, à Buenos Aires. Ouais, c'était génial, j'ai adoré. J'ai effectivement pas beaucoup étudié, mais j'ai voyagé et puis j'ai beaucoup aimé en fait le cadre, la mentalité, la vie en Puis ensuite, tu souhaitais partir au Brésil, mais finalement tu es venu au Mexique. Alors pour une raison un peu particulière, le Mexique. Effectivement, j'avais le Brésil en tête, mais il se trouve que mon père est remarié avec une Mexicaine. Eux, ils vivent à Paris, mais toute sa famille vit ici à Mexico, donc à Coyoacán et à Cancún. Donc quand j'ai fini mes études en France, en fait, moi, en revenant d'Argentine, où j'étudiais à ce moment-là l'économie, j'ai pu faire une école de commerce à Bordeaux. Et Bordeaux, ça a été fantastique parce que j'étais... Forcément, tu as été à la rencontre des grands vins et des grands... Effectivement, j'avais choisi Bordeaux parce que le cadre culturel m'intéressait en général, la mer, la montagne, la ville qui est magnifique. Bordeaux, on boit du vin. Effectivement, donc je profitais tous les week-ends, j'allais dans les vignobles et je me suis un peu fait ma formation et j'ai aussi pris 1 année de césure en fait pour travailler dans le vin. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à Paris et là, je sais pas, le parcours de commencer ma carrière à Paris me bottait pas spécialement et donc je me suis dit je veux réfléchir. J'avais depuis l'Argentine l'idée de travailler à l'étranger et en fait à ce moment-là je me suis dit tiens, le Mexique, pourquoi pas le Mexique, puisque mon père y va, puisque ma belle-mère est mexicaine. Exactement. Ça sera plus simple. Alors tu es arrivé au Mexique, dans un premier temps tu as travaillé en tant qu'employé dans une entreprise mexicaine qui s'appelle Interamericana, qui est un des plus gros importateurs de vin ici au Mexique, et tu y es resté un petit moment avec des responsabilités importantes puisque ça t'a permis de voyager dans le Mexique. Tu nous racontais un peu cette expérience? Donc je suis arrivé il y a 6 ans et assez vite j'ai eu un rôle de vendeur en fait dans l'entreprise Interamericana dans la ville de Mexico et je me suis assez bien débrouillé et rapidement je suis devenu en fait le gérant des ventes nationales hors ville de Mexico. Donc toutes les semaines en fait je voyageais à travers le Mexique pour faire la promotion des vins et c'était fantastique en fait. J'ai été partout. Mexique grâce au vin. Grâce Monterrey, Torreón, enfin toutes les grandes villes. Ouais, alors il y a les grandes villes et puis il y a les lieux un peu plus touristiques, qui peuvent être les villes coloniales ou même les villes un peu plus stations balnéaires, les plages. Puerto Vallarta, Cabos, Los Cabos. D'accord, donc t'as bien tourné sur le... Tout à fait. Et en fait, via ce travail, en fait, je me suis rendu compte de toute la diversité du Mexique en termes de culture, d'offres, mais aussi de l'hôtellerie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une hôtellerie haut de gamme. Et en fait, l'offre de vin n'était pas forcément orientée à ce type de clients. D'où je me suis dit, mais pourquoi pas importer des domaines familiaux qui sont sur ce timing qualitatif et qui veulent travailler avec la gastronomie, la haute gastronomie, la haute hôtellerie. Et voilà. Et comment tu perçois le marché du vin au Mexique et la culture du vin? C'est quelque chose de relativement récent au Mexique. Comment toi tu perçois ça? Moi je trouve que le Mexique est un moment très intéressant de son développement et de sa culture vin et gastronomie. Donc il y a une vraie tendance en fait à la gastronomie et au vin. Comme c'est un pays producteur, dans les 10-15 dernières années tout a changé puisque le Mexicain en fait s'intéresse beaucoup plus à ce produit, un peu par patriotisme, mais aussi parce qu'il a accès en fait à du vin régulièrement de son pays et étranger. Et toi qui as vécu en Argentine, il y a une vraie culture du vin ancestrale.
Ici, ceci dit, la production de vin, elle a été ancestrale, puis elle a été laissée tomber. Et puis ça a repris il y a une quinzaine d'années, pas plus. Donc il y a encore, je pense, une éducation à faire. Il faut évangéliser, non dans la haute société mexicaine. On boit du vin, mais c'est pas... Le tourisme a aussi explosé au Mexique. Ouais. Mais on boit quand même plus de bière. Je pense que Oui, c'est un peu une combinaison de tout ce que vous avez dit. C'est qu'il y a un intérêt nouveau du fait qu'aujourd'hui il y a une jeune génération de chefs qui font des choses exceptionnelles au niveau gastronomique. Je pense qu'il y a un intérêt croissant pour le vin du fait que c'est un pays qui produit du vin avec des qualités diverses, mais il y a des choses intéressantes qui se font au Mexique. Et le tourisme a favorisé énormément en fait la consommation de vin. Donc moi mon offre, effectivement, je pense qu'elle s'oriente à la fois au Mexicain qui a voyagé, qui est déjà introduit au vin français et qui aime le vin français, et aussi le touriste qui, notamment nord-américain ou européen, qui a accès à ces produits, qui connaît ses propriétés, ses domaines, ces petits domaines en fait qui sont accès à la qualité. Okay. Et alors donc, est-ce que tu peux nous parler de tes vins, des vins que tu importes et que tu vends ici au Mexique? C'est quelle région? Alors, mon idée en fait, tout a commencé avec... je peux attraper la bouteille? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est... Toute la soirée, on a eu la chance de pouvoir... donc ça, c'est la mienne. Ça, c'est celle d'Olivier. Donc en fait, ce domaine, il est assez connu, domaine du Vieux Télégraphe. Ah oui, c'est un des domaines emblématiques de Châteauneuf-du-Pape. C'est une famille qui est là depuis 150 ans, les Bruniers. Donc c'est un Châteauneuf-du-Pape. C'est un Châteauneuf-du-Pape. Il y a les écussons exactement. On montre à la caméra. Des Châteauneuf-du-Pape, parce qu'ils ont l'emblème. Alors pourquoi j'aime bien parler de ce domaine et de cette bouteille, c'est que quand je me suis rendu compte que le domaine du Vieux Télégraphe n'est pas au Mexique, je me suis dit il y a quelque chose à faire. Je les ai contactés, eux ils m'ont dit tout de suite, nous ça nous intéresse en fait de travailler avec un importateur, un petit importateur qui s'occupe de la distribution sur les meilleures tables. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, on est dans 50 pays dans le monde et on est positionné sur les grandes tables et c'est ce qu'on veut faire, on ne cherche pas des volumes, on cherche de la qualité. Et ça m'a paru très cohérent comme discours et très intéressant. Et donc ma toute première importation était une palette de 3 étiquettes de domaine du Vieux Télégraphe. Donc Vieux Télégraphe, Télégramme et un gigondas qui s'appelle Les Paillères. Donc voilà, c'est un peu le côté affectif aussi d'avoir commencé avec une palette, 3 étiquettes. En 2 ans, la boîte a pas mal grandi puisqu'aujourd'hui j'importe 30 étiquettes, différents domaines. L'idée c'est rester la même, c'est importer un domaine emblématique de chaque région importante de France. Donc j'importe du Châteauneuf, un domaine à Sancerre qui s'appelle le domaine de la Porte. De la Porte, à Sancerre, ça c'est un vin absolument splendide. Montre-le à la caméra. Qu'on a dans nos verres. C'est rare de trouver des bouteilles Magnum. Voilà, en Magnum. C'est rare de trouver ça. C'est vrai. Moi, on trouve dans les grands hôtels. Effectivement, non, mais sur les belles tables aussi, les particuliers. C'est un format très intéressant dans la conservation du vin. Et aussi, c'est agréable, c'est joli comme objet. Oui, puis ça correspond aux quantités qu'on consomme aussi. Quoi, finalement, parce que finalement, les petites bouteilles, ça part tellement vite. On a vu tout à l'heure. Et puis surtout au Mexique, c'est-à-dire qu'au Mexique, là, culturellement, on n'est jamais en petit comité, c'est toujours il y a du monde, beaucoup de monde. C'est comme les bouteilles de coca, ici elles sont 3 litres, quoi. Ça n'existe pas en France. Non. Donc pourquoi pas le vin là. Moi j'aime beaucoup ce format Magnum. J'aime beaucoup ce format Magnum et mon idée c'est comment je me fais connaître. J'essaye de faire des événements une fois par mois. Donc on va lancer le premier événement avec un nom qui va s'appeler, un concept qui va s'appeler Petit Comité. L'idée c'est de réunir autour d'une grande table une vingtaine de personnes où on goûte des grands vins avec accompagné de grands plats. Donc souvent c'est fait en coordination avec un chef, des chefs talentueux. Voilà. Et là dans ce genre d'événement c'est assez sympa de sortir des formats Magnum. Alors une bouteille comme ça par exemple à Châteauneuf-du-Pape en format Magnum, ça vaut combien ici au Mexique? Alors, beaucoup d'impôts ici au Mexique. Ouais, effectivement, c'est pas évident de faire d'importation. Cette bouteille en format 750, elle vaut 1100 pesos, et donc plus ou moins le double en format un petit peu plus. Enfin, c'est un produit exceptionnel. Tout à fait. Ouais, mais ça reste, je trouve, raisonnable. Par rapport au format, par rapport à la qualité du vin. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher. C'est pas... Alors, finalement, moi, dans mon business, ce que je suis assez fier d'avoir réussi à faire ça, c'est que je travaille
en direct avec tous les producteurs avec qui je travaille. Je connais personnellement tous les propriétaires en fait de ces bodegas. Ils m'ont reçu, on a goûté les vins ensemble, pas seulement de l'année récente, mais on a fait ce qu'on appelle les verticales, donc c'est goûté plusieurs années de suite. Et voilà, il y a cette relation directe. J'ai une petite structure, j'importe tout en direct, je fais tout moi-même. Vous êtes combien On est 3, donc ouais, un sommelier et une personne qui m'aide sur toute la partie administrative. Mais tu vends partout au Mexique? Alors la base est à Mexico. À Mexico, je livre les clients en direct. C'est vraiment les meilleurs hôtels et restaurants. Voilà, 30-40 clients. On essaye de pas s'éparpiller, on va vers la qualité. Et puis je travaille avec des distributeurs en fait dans certaines régions du Mexique. Au départ seulement avec Cabos, mais aujourd'hui Cancun, Guadalajara, Vallarta, Monterrey. Voilà, l'idée c'est un peu pas à pas de se développer, mais développer en si on essayant de est fournir. particulier, on peut te contacter pour acheter Tout à du fait. vin, Tout à fait. Il y a un minimum à acheter Il n'y a pas de minimum, nous on est basé dans la Comte des Saints, on a nos bureaux et un entrepôt, on essaye de livrer. C'est pratique. Ça, fait oui, des c'est ça, ouais, c'est quoi l'adresse? Génial. Bah écoute, bienvenue, on est sur Tout à l'heure, je te donne ma Tlaxcala. carte. C'est Tlaxcala? Tlaxcala 173. C'est pas une boutique, C'est la rue juste derrière. c'est chez vraiment moi. pas génial. loin, quoi. Ouais, Je écoute, suis à bienvenue. Aguascalientes. On peut se Ah, faire voilà, livrer directement. L'idée Ah, c'est oui, que juste, c'est nos Starbucks. bureaux et puis de là on livre partout à Mexico. Tu es le bienvenu, tu peux venir et Ah bah, tout le monde crois-moi peut que je venir. viendrai. C'est pas une boutique mais tous les vins sont là donc si tu viens on peut même ouvrir les bouteilles et te faire goûter. Donc pour l'instant, tu ne fais que des vins français. Enfin, je veux dire, Que des vins on français, vient- tout à fait. D'accord. Et l'idée c'est j'aimerais bien avoir un peu plus d'offres sur toute la France. Voilà, pour le moment au Mexique il faut savoir, si le Mexique m'a appris quelque chose c'est la patience. Il faut savoir faire les choses pas à pas. À nos tous. Tout à l'heure, À nos c'est tous. ce que On disait a Olivier tous tout appris à la l'heure patience. sur une capsule précédente. Effectivement, Ok. c'est une des grandes qualités qu'il faut avoir au Mexique. La patience. Qui on n'était va- pas ma qualité première, je dois reconnaître. Mais voilà, j'ai appris à être patient et faire les choses pas à pas. J'ai très envie d'importer plus de vin de France et j'importerai bien. Je pense que l'Italie a une culture, une histoire de vin qui s'apparente un peu à la France. Et j'aimerais beaucoup faire ce que j'ai eu la chance de faire en France, c'est-à-dire voyager chaque année plusieurs semaines, faire le tour de France à l'encontre des vignerons. Voilà, c'est pas des voyages qui se font par hasard, mais avec beaucoup de préparation. Et l'idée, c'est vraiment rencontrer les meilleurs vignerons de chaque région et finalement pouvoir importer celui qui me semble le meilleur. Et techniquement, c'est compliqué d'importer du vin au Mexique? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'en suis à ma 10e importation. Je veux dire que ça n'a pas été de tout repos. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Je m'en suis toujours sorti, heureusement, sans trop de problèmes. Mais j'ai quand même eu à affronter la perte de ma licence d'importation. Voilà, c'était une aventure assez compliquée et inattendue, en fait, à la suite du tremblement de terre. Parce que moi, j'ai commencé, en fait... L'année dernière, au mois de septembre. Voilà, l'année dernière, au mois de septembre. Quand j'ai commencé, je travaillais depuis chez moi. Je faisais tout moi-même. Et il se trouve que le tremblement de terre a affecté mon domicile, qui était aussi l'adresse fiscale de l'entreprise. Et l'immeuble est fermé en fait depuis cette date. Quand tu es importateur de vin, tu es susceptible d'avoir des contrôles en fait du SAT réguliers. Et il se trouve qu'ils sont venus après le tremblement de terre. Et comme l'immeuble était fermé, ils ne pouvaient pas localiser mon entreprise, ils ont décidé de bloquer ma licence d'importation. Et donc voilà, c'était un peu la double peine. Ça a été assez dur à encaisser. Mais voilà, il se trouve que ça m'a pas si affecté que ça finalement parce que j'étais encore dans une phase de développement, j'avais du vin ici. Mais normalement, je veux dire, les importateurs, enfin beaucoup d'importateurs, ceux que je connais, laissent aussi leurs marchandises en bodega fiscale. Tout à fait. Ils sortent leurs marchandises Tout à petit fait. à petit au fur et à mesure que les commandes. Exactement. C'est au moment où tu vas payer effectivement les impôts. Voilà. Qui sont relativement importants. Donc sur les vins. effectivement c'est mon cas aussi, moi j'ai un entrepôt fiscal où j'ai la majorité des vins. Et régulièrement, je transfère du vin de mon entrepôt fiscal à mon entrepôt qui s'appelle national, donc là où j'ai mes bureaux. Et une fois que les vins sont sortis du fiscal, où les impôts ont été payés, ils m'appartiennent réellement à 100%. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ton domaine maintenant en tant qu'importateur de vin français Alors, au Mexique? importateur de Parce que là, vin, depuis 4-5 oui. ans, ça s'est développé quand même. Importateur de vin, oui, clairement il y a énormément d'importateurs de vin à Mexico et notamment à Mexico City. Importateur des vins français, je pense qu'il y a également beaucoup d'importateurs de vin. Je pense que jusqu'à assez récemment, les importateurs de vin sont plutôt des grosses entreprises qui étaient focus sur des vins plutôt des grandes maisons, des négociants.
vraiment orienté sur des volumes un petit peu de masse, de la grande distribution. Et sur le segment un peu des domaines familiaux, qualitatifs, orientés vers la gastronomie, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement d'offres, d'où peut-être... Alors moi j'envoie un petit clin d'œil à mes amis Stéphane et Renaud qui sont les importateurs des vins de Molière, je sais pas si tu connais. À Mérida. Voilà, ils sont à Mérida et Stéphane est à Guadalajara, qui eux aussi travaillent des Sur ce petits segment. voilà, un segment de grande qualité, pas forcément très cher, des vins qui sont vraiment très très abordables, mais des vins exceptionnels, quoi. Je veux dire, Ouais, qui sont de grande qualité. Et moi je pense que plus il y a d'importateurs qui recherchent en fait une offre, enfin, qui offrent des vins de qualité et des bons produits, et plus ça va favoriser en fait la consommation et l'image positive que peuvent avoir les consommateurs de la France. Donc moi je suis vraiment plus pour qu'on soit nombreux à proposer des grands vins de France, que ça va forcément aider en fait la consommation. Oui, ça développe le marché. Et tu peux nous parler des vins, pour nos auditeurs qui nous écouteraient en France, tu peux nous parler des vins mexicains? Qu'est-ce que tu penses, toi, spécialiste, importateur de vin, des vins mexicains? Alors je pense qu'il se passe quelque chose de très intéressant au Mexique, c'est que c'est un pays qui a une culture de production ancienne de vin, donc depuis la conquête espagnole. Il y a vraiment une terre qui est susceptible de produire des bons vins. D'ailleurs, en fait, si on regarde les franges de production dans le monde du vin, on est pratiquement sur les mêmes latitudes. Alors, il y a deux franges, il y a la frange nord et la frange Sud. La Basse-Californie fait partie en fait de la partie la plus au sud de la frange nord. Donc, elle est tout à fait apte à produire des vins. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, depuis 10-20 ans, il y a un renouveau et un intérêt dans la production de vin au Mexique, et il se passe plein de choses, c'est un peu un grand laboratoire. Donc tout le monde teste un peu différents cépages, différentes techniques, et il y a des choses très intéressantes qui sortent. Et voilà, c'est un peu une phase d'essai. Je trouve que c'est génial. Comme le Mexicain est assez patriotique, tout ce qui se produit est consommé, et donc ça favorise finalement le développement de la viticulture au Mexique. D'ailleurs, ce que je trouve rigolo, c'est que en France, quand on choisit un vin, déjà on le choisit par rapport à l'année, parce que bon, il y a des variations climatiques. Des bonnes années, des mauvaises années Voilà. en fonction des différentes régions. Et puis bon, on connaît les châteaux. Mhm. Et puis ici au Mexique, ça me paraît moi plus professionnel. On choisit par rapport au cépage. Plus. Non, moi en France, jamais je choisissais un merlot ou Alors, un effectivement, merlot. la France est très diverse dans son offre et complexe. Chaque région a une histoire très ancienne dans la production de vin et a su trouver en fait les cépages les plus adaptés à son terroir, à sa terre et à son climat. Du coup, il y a des régions qui utilisent un seul type de cépage, comme la Bourgogne, utilise le pinot noir et le chardonnay. Et il y a d'autres régions où c'est plus des terres d'assemblage, comme dans le Rhône ou à Bordeaux. Et finalement, c'est tellement ancré dans l'histoire que c'est pas vraiment défini sur l'étiquette. Les gens doivent un peu savoir. Bah oui, parce qu'il faut rechercher un avant petit peu d'acheter. les différents cépages qu'il peut y avoir au niveau du montage en fait. Tout à fait. Les vins. Alors qu'au qui sont- Mexique, mais c'est pas effectivement, tu as écrit du sur chardonnay, l'étiquette. tu as du Exactement. merlot, tu as du cabernet, cabernet Ouais. sauvignon. Ici, tu choisis par rapport au Ouais, cépage. mais moi j'aime pas trop, je préfère C'est justement. une approche différente. Ouais, Et c'est une approche il y a autre différente. chose que tu as mentionné qui est très intéressant, c'est l'approche de l'année du vintage en fait. En France, les dénominations d'origine n'autorisent pas en fait l'irrigation. Donc en fait les cépages sont... pourquoi ils font ça? Ça oblige en fait les plantes à souffrir le stress hydrique, et donc les racines vont aller plus profondément dans les sols, extraire les meilleurs minéraux, et donc une expression plus pure. Ça en l'aude, fait. hein. Santé. Ouais, désolé. Santé, parce que bon, t'en restes plus. J'aime bien ouais. un petit peu. De toute façon, t'as la bouteille qui est pleine. Et donc cette approche en fait qui est assez difficile, puisqu'en fait on est complètement à la merci du climat, rend en fait chaque année différente des autres. Et ça c'est exceptionnel parce que du coup il y a des années Exceptionnel. il y a des années exceptionnelles, il y en a d'autres plus classiques, et il y a des années compliquées. Et souvent on dit que on reconnaît les grands producteurs dans les années compliquées. Mais pas seulement les grands producteurs, aussi les grands terroirs. C'est comme pour les marins. On connaît un bon marin dans la tempête. Oui, quand C'est ta mère bonne est démontée. Voilà. Très bien. Tanguy, où est-ce qu'on peut trouver l'information concernant ton offre Alors,
Mon entreprise vient de se changer de nom. Elle s'appelle Clima. Clima au pluriel. Avec un K ou avec un C? Non, Clima avec un C. Clima.mx. Donc en fait, pourquoi Clima? Donc on peut te trouver sur Ouais, cette adresse. Clima. Le site existe. CLIMAT. CLIMATS. MATS. Clima au pluriel.mx. D'accord. Dessus, il y a un peu d'informations sur l'entreprise, sur le projet, sur ce qu'on fait. Pourquoi climat? Parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec les climats, mais en fait les climats en Bourgogne, ça définit toutes les parcelles de vide, toutes les parcelles qui existent en Bourgogne. Un climat égale une parcelle. Donc en fait c'est une approche assez passionnelle, assez passionnée du terroir. Et donc c'est dire que chaque parcelle produit un vin unique et différent des autres. Et donc moi je me suis un peu inspiré de cette passion, de cette connaissance en fait du vin. Dans mon approche pour choisir les vins de toute la France, voilà, avec des vins qui reflètent leur terroir, qui reflètent une personnalité unique. Très bien. Et quel est ton vin préféré? Ça dépend du contexte, je dirais. Moi, je trouve que... T'es plutôt blanc ou plutôt rouge? J'adore le vin blanc, j'adore le rosé, j'adore le rouge. Je pense que ça dépend vraiment du cadre dans lequel t'es, avec les gens avec lesquels t'es. La saison. Mais tu pourrais être plus Bourgogne ou plus Bordeaux ou moi, je du Rhône plus Bourgogne. J'adore la Bourgogne, je vais d'ailleurs en apporter bientôt. Ah, très bien. Ouais, ça manque un peu dans mon offre. Non, je trouve que la Bourgogne blanc, Bordeaux rouge, c'est un peu les premiers pas de tout le monde dans le vin. Et finalement, on trouve des choses extraordinaires dans le Rhône, on trouve des choses extraordinaires dans la Loire. Voilà, chaque région a un peu quelque chose à offrir. Et en plus, ces régions qui sont un peu moins cotées, finalement, offrent des vins magnifiques à des prix plus abordables. Très bien. Bah, écoute, bravo Tanguy pour toutes ces initiatives. Et puis bon, on te souhaite bonne chance, bon vent, et bonne chance dans ce projet ici au Mexique, en espérant que ça se développe et que tu aies de plus en plus d'étiquettes et surtout que tu sois de plus en plus présent sur l'ensemble du territoire mexicain. Donc je rappelle l'adresse climat avec un s.mx si vous voulez connaître un petit peu toute l'offre en vin que propose Tanguy, donc en provenance de France. Merci Alain. Merci Tanguy et puis salut. Merci à toi. Salut. Salut. Gracias. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous savez traduire votre éminente gastronomie en une référence. Vous savez séduire le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique.
Aqua Reotier, de l'Occitane.